Le spatial, c'est du gaspillage d'argent. Exactement. Ce genre de personne. Pourquoi dépenser mon argent là-haut quand on a des problèmes ici? Exactement. Ça veut polluer d'autres planètes. Bonsoir tout le monde, bonsoir Babaz, bonsoir Kofi, merci Coffee Conscience pour le raid, merci beaucoup. Salut White Light Touné, salut Dani, salut Alex, salut Capitaliste, salut tout le monde, salut Stylo. Salut tout le monde, comment ça va? Ce soir, donc, bon, à la base le Mission Control, je le fais tous les vendredis, mais bon, hier j'étais un petit peu en PLS à cause de mon cycle de sommeil j'essaye de refaire mon cycle de sommeil. Et on va dire que j'étais très fatiguée hier, donc c'est pour ça que je voulais quand même attendre d'être un peu plus en forme pour refaire l'émission de ce soir. Et ce soir, on va parler d'un sujet. Donc c'est l'idée de Stylo. C'est son idée. Et c'est vrai qu'en fait, à la base, je voulais en faire une vidéo il y a très longtemps. Mais bon, YouTube pour l'instant, c'est pas trop... Enfin, on verra pour YouTube plus tard. Donc ce soir, on va parler de toutes les innovations et des objets en fait du quotidien qui ont été développés où il y a une petite aide de l'exploration spatiale. On entend souvent, même sur internet, on voit oui, l'espace ça sert à rien, faudrait donner l'argent à pour d'autres choses, pour les gens qui meurent de faim, tout ça. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le spatial est nécessaire pour notre vie quotidienne. Les gens ne se rendent pas compte que quasiment tout ce qu'on fait au quotidien en fait c'est grâce au spatial. Et en fait, je vais vous parler de toutes ces choses, en fait. Enfin, pas toutes, parce qu'il y a énormément de choses. Sinon, en fait, dans 4 heures, on y est encore, et il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on utilise aujourd'hui, comme GPS, Internet, plein de choses comme ça, en fait, qui sont nécessaires à notre vie quotidienne aujourd'hui, en 2020, et qui ont été développées au fur et à mesure grâce à l'exploration spatiale. Et vous allez voir, il y a plein de choses. Vraiment, il y a une liste, mais vraiment, on pourrait en parler pendant des heures. Et du coup, on va voir ça ce soir. En plus, ce qui est bien, c'est que aujourd'hui, je suis à la Cité de l'Espace, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai ramené 2-3 trucs pour un peu illustrer cette vidéo, enfin ce live. Le live de ce soir. Du coup, ça va être très rigolo. Du coup, voilà, parce que j'ai même des vrais trucs des vrais trucs spatiaux avec moi. Eh bien, je vous propose qu'on commence. Je vais quand même remercier les 105 followers. Et également, je voudrais remercier mes chers abonnés. Je suis super contente. Je pensais pas que ça allait plaire autant, en fait, la chaîne. Et du coup, voilà, franchement, je suis super contente que ça vous plaise aussi. Et n'hésitez pas vraiment à donner vos feedbacks, tout ça. Et également, restez, parce qu'en fin d'émission, il y aura une libre antenne. Donc en fait, on vous donnera la parole, enfin, je vous donnerai la parole, enfin, mes modos vont s'en charger, donc les modérateurs de PocScience. Donc PocScience, qu'est-ce que c'est ? Merci Nono-san! Merci beaucoup pour l'abo, merci beaucoup! Donc PocScience, c'est un collectif, on est un collectif de streamers en fait, de vulgarisation scientifique. Donc en fait, par exemple, on est 3 à faire du spatial. Donc il y a Corentin Buty qui fait tous les mercredis la capsule où il reçoit des professionnels du spatial. Il y a Alice qui fait des dessins sur le thème du spatial, elle fait aussi du gaming sur le spatial. Et moi je fais du gaming spatial, je vous fais des lives de lancement et je vous fais le Mission Control tous les vendredis. Et il y a d'autres personnes, il y a Robin qui fait tout ce qu'on prend, qui invite des gens, on parle de sujets, de sciences, voilà. Donc je vous invite si vous voulez participer à la libre antenne en fin d'émission, je vous invite à aller sur le Discord. Et mes modos se chargeront de vous pour vous indiquer la route sur le live. Si vous avez des questions ou si vous avez des anecdotes à propos de ce qu'on va parler ce soir, n'hésitez pas. Je trouve ça cool de partager et pas que je sois toute seule à parler. Donc voilà, donc on va commencer tranquillou et on va commencer avec la santé. Alors tout le domaine de la santé, parce qu'on se rend pas compte, le spatial a énormément impacté. Et c'est grâce aussi au spatial qu'il y a eu d'énormes progrès au niveau santé-médecine. J'ai pris 4 exemples, mais il y en a des tonnes. Vraiment, enfin, j'ai dû faire un choix. Il y en a vraiment énormément. Vous pouvez voir, donc en premier, je vais vous parler, c'est tout bête, hein, du thermomètre auriculaire à infrarouge.
Ce qu'on fait un peu pour mesurer votre température au bébé souvent, même aux plus grands, on va dire. Ouh, merci Dear Sipte Chatten pour l'abo, merci beaucoup. Et vous avez déclenché le train de la hype là. Donc on commence par le thermomètre infrarouge auriculaire qui mesure en fait la chaleur émise par le tympan ou la radiation thermique pour les plus intimes. C'est ceux qui s'y connaissent. Et en fait, donc les thermomètres utilisent le même système qui est utilisé par les télescopes spatiaux, en fait, infrarouge. Parce que, voilà. Ah là là, mais vous êtes fous! Merci Aliendal pour les 100 bits, merci beaucoup! Ah là là, ça y est, vous avez déclenché le train de la hype, là, il est chaud patate, il est parti. Donc voilà, donc là on va parler de la couverture de survie, les gars. Alors, j'ai avec moi une couverture de survie. Je vais la déplier, je vais vous montrer un petit peu. Je l'ai acheté à Cité de l'Espace aujourd'hui. Donc comme vous pouvez le voir, donc en fait la couverture de survie, donc elle a deux côtés. Un côté aluminium et un côté jaune. Et en fait la couverture de survie, c'est fait en mylar. Qui est du attention je lis, polyéthylène terephthalate, qui est un polymère. Et en fait, qui est aussi appelé Dacron, mais c'est une entreprise qui a utilisé, en fait, qui a mis ce nom pour vraiment décrire le mylar, en fait. Ils ont déposé un nom, ils ont déposé le Dacron. Donc vous pouvez voir cette magnifique couverture de survie. À votre avis, comment est-elle utilisée dans l'exploration spatiale? À votre avis, dans le spatial en général. Elle est utilisée, mesdames et messieurs, le mylar est utilisé pour la protection thermique des satellites. Donc, ce que j'ai en main, ce que vous pouvez voir en fait, ce que je vous montre à la caméra, sont des vrais morceaux de ce qu'on appelle du MLI. Donc le MLI, en fait, c'est cette couverture en fait qui est mise, je l'appelle couverture, en fait, qui est une protection thermique, qui protège les satellites. Comme vous pouvez le voir, en fait, composé en fait de exactement la même chose que les couvertures de survie. En fait, c'est vraiment exactement la même chose, sauf que en fait, c'est fait par couches. Il y a plusieurs couches. Donc en fait, c'est soit par 10 ou par 20. Donc en fait, là, vous pouvez voir, là, je vais vous montrer, essayer de vous montrer à la caméra. Voilà, il y a plusieurs couches en fait dedans. Voilà. C'est des stacks de couches qui sont très peu émissives dans l'infrarouge. À l'intérieur, il y a des feuilles de Kapton. En fait, c'est du Kapton qui est recouvert de quelques atomes d'aluminium et qui est très peu émissif. Ces couches permettent en fait vraiment une isolation radiative, parce que dans l'espace, surtout pour des multi-layer insulation, MLI. Oui, non mais là c'est vraiment du spatial, là c'est du quotidien, mais c'est juste pour faire le lien entre voilà. C'est presque la même chose. C'est un peu la même chose, ok? Presque. Sauf que nous, on n'utilise pas 10 couches pour nous protéger, on utilise juste ça. Donc, voilà. Et pour vous dire, en fait, je l'ai à peine sur moi. J'ai déjà chaud. J'ai déjà chaud, parce qu'en plus, il y a ma lumière, en fait, qui chauffe. Du coup, là, j'ai un petit peu chaud. Donc voilà, je vais la poser. Parce qu'en plus, elle est grande. Ah oui, ouais, c'est une grande... les polymères, c'est quand tu as plusieurs mamans. Exactement. Et du coup, en fait, voilà, donc ces petits, là, c'est vraiment des petits morceaux, en fait, qui viennent de chez Airbus Defence and Space, qui font des satellites, ils font des satellites militaires et autres. Et du coup, en fait, parce que dans l'espace, surtout quand les satellites sont en orbite terrestre, donc il y a plusieurs orbites, je vais pas détailler aujourd'hui, en fait, les satellites peuvent, quand ils sont en orbite terrestre, avec le rayonnement du soleil, ils peuvent être, entre guillemets, exposés à plus de 150 degrés. Et quand ils sont à l'ombre, ils peuvent être exposés à moins 120 degrés. Et pour les composants qui se trouvent à l'intérieur du satellite, c'est pas ouf. C'est pas des températures idéales, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on utilise en fait ce genre de revêtement, avec plusieurs couches bien sûr, pour vraiment protéger tous les systèmes du satellite, tous les composants, pour en fait que le satellite dure plusieurs années. Maintenant, des éditions fines de maison inspirées des Emily. Ah, ça je savais pas quoi.
Autant c'est pas le même budget. Exactement, c'est pas le même budget du tout. Hein. Là, on parle, enfin, c'est vraiment, ça c'est utilisé pour l'industrie. Hein. C'est vraiment utilisé pour le spatial. C'est vraiment pour, c'est des vrais trucs de satellite. Ça, voilà, ça c'est de la couverture de survie. C'est sûr, c'est pas la même application, mais c'est, on va dire le même, le même matériau de base, on va dire. D'ailleurs, intéressant à savoir, ça protège aussi bien de l'humidité et du vent, exactement. Ça protège surtout au niveau hypothermie. En fait, vous voyez souvent des gens, quand les pompiers, quand ils déploient des couvertures de survie autour des gens pour éviter l'hypothermie. C'est-à-dire que, en fait, quand on utilise ce côté-là, en fait, quand on veut avoir chaud, désolé pour le bruit, quand on veut vraiment côté aluminium extérieur pour avoir chaud, et pour garder donc voilà, pour garder le chaud, voilà, côté aluminium. Typiquement les naufrages en mer, il y en a très souvent à bord des navires, bien sûr. Est-ce que ce service ça prend trop le soleil? Oui. En fait, je l'ai vu aujourd'hui à la Cité de l'Espace. Ils ont mis en fait tout un revêtement sur le LEM qu'ils ont exposé. Le truc, il est il devait être jaune. Enfin, il est censé être jaune, mais avec le vent, à force de rester dehors, ça devient couleur alu. Après, je sais pas si ça perd vraiment en efficacité. Après, là, je parle vraiment... Là, c'est vraiment de la... ouais, Whitney SMR, exactement. Désolée pour le bruit. Du coup, oui, non, je sais pas du tout si ça perd en efficacité ou pas. Je suis pas professionnelle en thermique. C'est vraiment des feuilles d'or. Non, ce n'est pas des feuilles d'or. Pas des couvertures thermiques. À mon avis, si, c'est de la... C'est de la couverture de survie. Pour préciser, le PET du Mylar qui constitue aussi bien les bouteilles en plastique que les pulls en polaire est attaqué par l'eau bouillante. Donc je vous laisse imaginer non solaire, exactement, ouais, c'est vrai que c'est pas ouf. CQ est ajouté après une utilisation, ça pouvait... à mon avis, je suis pas sûre que ça puisse être réutilisable. À part, en fait, vraiment si elles sont très fines, parce qu'en fait, apparemment, il y a quelques années, ils en faisaient des réutilisables. Donc en fait, vraiment avec peut-être un genre de tissu entre les feuilles, mais quelque chose de plus rigide et réutilisable. Et je suis pas sûre parce que là c'est jetable quoi, donc voilà, donc je sais pas trop. On se rend compte que ce qui est développé pour le spatial est quand même très utile dans les cas de sauvetage avec la couverture de survie. Donc voilà, donc c'est quand même assez utile. Il y a Corentin Bucci justement qui fait de la thermique à l'ESA, qui est en Young Graduate Trainee, je crois, à l'ESA, qui bosse sur la thermique de satellites, qui m'a expliqué exactement comment ça se passait la MLI, mais j'ai pas trop détaillé non plus ce soir, c'est pas le but. Alors, est-ce que c'est des dégâts électroniques provoqués par les vents solaires? Alors, ça, c'est plus au niveau des radiations, ça. Alors, peut-être. Je peux pas te dire. Je ne sais pas. J'ai pas envie de te dire de bêtises. Mais... Parce que normalement, il y a plus du blindage qu'ils mettent pour tout ce qui est radiation, pour le vent solaire. Mais je peux pas te dire. Au pire, je demanderai. Je demanderai à des gens qui s'y connaissent. Je sais à qui demander. Et je vous redirai. La protection CEM est opérée autre part. Honnêtement, je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises pour les vents solaires. Je sais pas du tout. Désolée. Donc, comme je disais, on va parler vite fait. Vraiment, je trouve ça très rigolo. Des bagues transparentes, en fait. En fait, c'est des bagues en céramique. Et en fait, ce céramique, en fait, ce céramique-là, on va dire c'est du TPA, donc du Translucent Polycrystalline Alumina. J'ai pas réussi à trouver la traduction. Et en fait... ce TPA, qui est utilisé pour les bagues en céramique transparente, est également utilisé. En fait, c'est une entreprise qui s'appelle Ceradyne avec la NASA, qui en fait sont avec ce type de céramique, zircone polycristalline. Je crois que c'est ça. Merci Kofi, c'est ça, c'est le zircone polycristalline. J'ai pas réussi à trouver le nom en français. Merci. Et en fait, le zircone polycristalline céramique pour les bagues a été utilisé. Enfin, ils ont créé une façon de faire des protections pour des antennes infrarouges pour les satellites. Donc voilà. Donc là, c'était juste un fact que j'ai eu
Donc je trouve ça rigolo. On passe... alors ça, j'ai trouvé ça assez cool. En fait, donc c'est Corentin qui m'en a parlé hier. Donc en fait, donc au début, en fait, je vous ai pas parlé en fait des images qu'il y avait en dessous. Donc en fait, bon, pour la deuxième et la troisième, j'ai vraiment mis des images de satellites. Mais la première et la dernière, en fait, il se trouve que c'est le James Webb Space Telescope, qui est le prochain grand télescope à infrarouge, qui est censé partir, je ne sais pas quand, dans les années à venir, quand il sera prêt. Il est souvent reporté, il y a des retards à chaque fois. Et en fait, donc justement, ce télescope utilise l'infrarouge en fait pour observer les étoiles et tout ce qui est nébuleuse, tout ça. Donc c'est un télescope spatial. Et en fait, il se trouve que en fait, il a plusieurs miroirs, donc ce télescope, et pour en fait vérifier ces miroirs, pour mesurer les miroirs et vérifier que tout va bien. Donc les personnes qui s'occupent des miroirs du James Webb Space Telescope ont en fait ont trouvé un nouveau système de scanner à infrarouge qui, pour justement mesurer ce miroir, ces miroirs, parce qu'il y en a plusieurs. Et en fait, ce système de scanner crée une image de la surface entière du miroir pour pouvoir l'analyser, en fait, pour voir s'il n'y a pas de défaut, si tout va bien. Et en fait, pourquoi j'ai mis un œil? Parce qu'en fait, donc, je sais pas si ça se fait en France, mais ils utilisent le même système, en fait, la même technologie, pour faire des opérations ophtalmiques. Surtout pour des opérations au niveau quand on fait des opérations laser au niveau des yeux. En fait, ils utilisent cette même technologie pour créer une genre de carte ou de plan de l'œil du patient, et en fait, justement, qui va aider le chirurgien à faire, vraiment à voir exactement où est-ce qu'il doit faire son opération, en fait. Du coup, voilà, donc je trouvais ça, c'est Corentin qui m'en a parlé hier sur le Discord, et je trouvais ça genre génial, en fait, parce que c'est vraiment une application presque directe d'une technologie liée au spatial, donc c'est vraiment assez stylé. Est-ce qu'il sera déployé avant Star Citizen? Oh là là, vous êtes salés, les gars. Bah ça, franchement, j'en sais rien. Honnêtement, je pense que ça va être le combat Star Citizen vs James Webb Space Telescope qui sera déployé, qui sera sorti avant l'autre. Oh là là, j'ai tellement hâte de jouer à Star Citizen. Faudrait que j'aie un PC qui tienne, parce que j'ai pas assez de RAM déjà. N'oubliez pas, Ariane 6 dans ce combat. Oh là là, t'es salé. J'ai quoi dans les armées pour avoir leur appui à cause de problèmes d'ophtalmo, ils sont passés par là. Ah ok. Ah oui, je parle les opérations au laser, oui, mais après je sais pas si la technologie de scanner par infrarouge est utilisée en France par exemple. Je sais pas du tout. Au niveau médecine française, je sais pas du tout, ce que j'ai vu que c'était surtout aux États-Unis. Donc à voir, je sais pas. Ensuite, donc voilà, donc là j'ai fait un petit bilan de ce qu'on avait niveau santé, médecine à peu près. Après, bon, il y a également l'IRM, tout ça, il y a plein de choses qui sont utiles, qui ont été développées grâce au spatial, ou grâce à des technologies appliquées au spatial. Et il faut aussi penser que, également, à bord de la Station Spatiale Internationale, qui est un laboratoire en orbite, si on peut dire ça, ils font régulièrement en fait des expériences, tout ça, pour toujours avancer dans la recherche médicale pour des maladies comme Alzheimer ou plein d'autres maladies comme ça. Et du coup, en fait, on se rend pas compte que vraiment le spatial a une place tellement importante dans notre quotidien et surtout en médecine. C'est impressionnant. Donc voilà, donc si quelqu'un vous dit déjà oui, non, le spatial ça sert à rien, vous pourrez lui balancer déjà au niveau santé, c'est très utile. Ensuite, donc là on a vu un peu au niveau de la santé ce que ça donnait. Et là encore, j'ai juste gratté un peu la surface au niveau de santé. Je suis pas allée plus dans le détail parce que sinon, vraiment, on pourrait en parler pendant des heures. Vraiment, il y en a énormément. Et ensuite, donc il y a la santé, mais également tout ce qui est au niveau satellite. Alors,
Donc j'ai pas tout mis, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est ça, c'est vraiment j'essaie de synthétiser un peu. Niveau santé, ça fait des jus de fruits. Oh, vous êtes chaud patate, les gars. Ça fait pas des jus de fruits. Des smoothies. Carrément. Donc là, on va parler un peu de ce qui se passe au niveau satellite. Et on va parler en premier de ce qu'on peut pas trop se passer quand on a besoin de se repérer quelque part, autant à pied qu'en voiture. C'est le GPS, mesdames et messieurs. Alors, le GPS. Donc GPS, c'est américain. Donc en fait, GPS, c'est Global Positioning System. Donc en fait, ça fonctionne c'est une constellation de satellites, donc de 30 satellites en orbite géostationnaire, donc qui est presque au niveau de la Terre, en orbite terrestre, vraiment une des plus hautes. Et qui est en fait le principal système de navigation par satellite, et qui nous permettent de nous repérer, voilà. C'est ce qu'on utilise tous les jours, sur nos téléphones, sur les GPS intégrés aux voitures, voilà, c'est le GPS, et ça fonctionne par satellite. Et ça nous aide grandement. C'est grâce à ça qu'on n'a plus besoin de carte pour se déplacer. Mais également, donc il y a GPS, donc qui est vraiment le système américain. Et j'ai mis également Galileo. En fait, Galileo, c'est un système également de navigation par satellite européen. Donc ça fait pas très longtemps, normalement en 2020, enfin je sais pas si ça s'est fait vraiment ou si ça s'est pas encore fait ou ça va se faire. Est censé en fait vraiment le déploiement complet des satellites de navigation Galileo, donc les 30 satellites pour faire une constellation, qui est en fait l'équivalent du GPS mais européen. Après, le truc, c'est qu'on peut pas dire GPS européen parce que GPS, c'est vraiment le nom américain. Et après, on va pas dire oui, j'utilise mon Galileo. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais voilà, donc en fait, c'est bien aussi. Enfin, moi, je dis, j'aime bien parler quand même de ce qui se fait au niveau européen parce que les gens ne sont pas forcément au courant. Et en fait, normalement, le Galileo est équipé sur tous les derniers téléphones. Donc moi, j'ai l'iPhone 11 et tout ce qui est Samsung, tout ça. Normalement, on est censé être équipé maintenant avec le Galileo. Global Positioning Technology, mais l'acronyme en français, ce n'est pas trop bien. Je sais pas, moi, GPS. Beidou, GLONASS, oui, voilà, exactement. Du coup, voilà, donc en fait, on utilise des satellites tous les jours, sans s'en rendre compte, pour se repérer, pour se déplacer. Vraiment, si vous voulez, d'un point A à un point B, je sais pas, si vous devez aller à la pharmacie, vous savez pas la pharmacie la plus proche, vous tapez sur votre téléphone, et votre téléphone vous dit gentiment « Ah c'est par là !» Et voilà, c'est grâce aux satellites qui sont au-dessus et qui qui vous tracent votre petit chemin jusqu'à la pharmacie. C'est pas géostationnaire les satellites GPS? Ah bon? Ils sont où? Je confonds peut-être avec ceux de météo, alors attends. Je vérifie juste. Est-ce que quelqu'un sait l'orbite ou pas? C'est pas géostationnaire. Ça m'étonne. Ça m'étonne que c'est pas... C'est du MEO. Ah, ok. Ah oui. Donc le MEO, c'est l'orbite terrestre moyenne, qui se situe entre 2000 et 35 786 km au-dessus de la Terre. Oh, voilà. Et oui, c'est ça, exactement. C'est du MEO. Environ 20 000, ouais. Alors donc il y a les GLONASS, GPS et Galileo. Je sais pas pourquoi, en fait, c'est vrai que le MEO, en fait, on en parle pas des masses, et du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé à parler du MEO. Donc, merci du MEO. Le MEO. Voilà. C'est vrai que ça me semblait bizarre, après je me suis dit, ouais, géostationnaire, c'est vrai que je voyais pas au-dessus, ça. Mais cool, merci en tout cas pour la rectification, merci beaucoup. Donc ensuite, il y a la télé. Donc maintenant on a plus la fibre. Là après c'est des informations que j'ai eues à la Cité de l'Espace. Donc en fait il y avait, je sais pas si encore, tout le monde n'est pas forcément équipé niveau fibre. On va dire qu'il y a le système de parabole, donc qui est le programme est rediffusé directement du satellite vers l'antenne parabolique. En fait vous savez les petites antennes là qu'on avait. Alors les GLONASS, tu veux que je check? Donc GLONASS en fait c'est l'équivalent du GPS mais russe. Composition. J'ai pas. Est-ce que quelqu'un a inclination 56 degrés? Ok. Très incliné, très elliptique. Ok, d'accord. Du coup voilà, donc il y a également la télé. Parce qu'en fait voilà, également il y a la télé. C'est grâce également aux satellites qu'on peut regarder la télé. Enfin, moi j'ai pas de télé à la maison, mais
Donc voilà, donc il y avait le système de parabole que sûrement certaines personnes ont encore. Donc comme je disais, en fait, ce programme est rediffusé directement du satellite vers l'antenne parabolique. Et ensuite, il y avait le réseau. Enfin, je sais pas si ça existe encore en fait. Le réseau hertzien. En fait, je lis en même temps, désolé si je fais. En fait, parce que je lis le chat. Ok. Qui en fait, via un relais, donc c'est le satellite qui retransmet donc à plusieurs relais sur Terre. Ensuite, qui passent par des ondes radio et qui sont captés par l'antenne qu'on a chez soi. Ouais. Ok. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais ça fonctionne toujours avec des satellites. Après, tout ce qui est fibre optique, tout ça, la fibre, j'ai vu que c'était assez compliqué à expliquer, du coup, je prends pas le risque de vous dire n'importe quoi ce soir. Sous forme de TNT. Ok. Oui, les GLONASS sont en méo, ouais. C'est GPS, GLONASS et Galileo qui sont en méo. Alors ensuite, donc je l'ai pas mis, parce que je sais pas pourquoi j'y ai pas forcément pensé, parce que j'avais envie de parler d'autre chose, mais il y a Internet également. Donc en fait, tout ce qui est ADSL modem, donc qui utilise également en fait les satellites. Qui est en fait donc l'ADSL modem, en fait c'est un réseau internet via une parabole qui échange avec un autre satellite qui est lui-même relié au réseau internet via un central. Du coup, voilà. La télé passe encore par satellite pour tout le monde dans le cas de reporter en direct de la campagne ou plus loin. Oui, exactement. Oui, donc le satellitaire c'est bien, c'est parce que ça peut vraiment... voilà, c'est assez utile. C'est Medium Earth Orbit pour Mio. Mio. Voilà, donc également, donc tout ce qui est modem ADSL, ça passe également par du satellite. Et ensuite, en fait, c'est vraiment, ça échange, en fait. C'est vraiment antenne qui échange avec le satellite. C'est pour ça qu'il y a des antennes au vent. Des fois, on voit des antennes, on se dit, tiens, à quoi ça sert? Soit Internet, soit, soit la télé. Voilà, ça peut être plein de choses. Ou soit des radars aussi. On a à Toulouse un énorme radar qui est à Pêche-David. Une belle antenne radar, c'est magnifique. Ensuite, je voulais vous parler, parce que je trouve qu'on n'entend pas forcément... Enfin, c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Je voulais vous parler donc, les satellites aident également à la surveillance environnementale. Et je voulais vous parler du système Argos. Donc en fait, c'est un système donc de surveillance plus environnementale qui a été créé en 1978 par le CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales, aka l'Agence Spatiale Française, par la NASA et le NOAA. Alors le NOAA, j'ai plus le nom exact, NOAA, le National Oceanic and Atmospheric Administration. Désolé les termes, mon accent est pérave. Donc voilà, donc en fait ça a été créé par ces trois institutions. Et en fait, c'est un système qui fonctionne dans le monde entier, qui est un système de localisation, qui collecte également des données par géolocalisation, qui est ensuite géolocalisation par satellite. Et en fait, ces petites géolocalisations, ça fonctionne par le biais de balises. Et en fait, ça permet de surveiller énormément de choses, donc surtout environnementales. Et comme le dit Kotak, il y a des balises Argos sur les bateaux, exactement. Mais pas que. Il y a également, comme vous pouvez voir à l'image, sur des animaux. En fait, ça permet vraiment de surveiller des populations d'animaux, pouvoir vraiment, j'ai trouvé ça super utile. Vraiment, j'ai découvert ça assez récemment. Et ça permet vraiment de faire des suivis de populations de certaines espèces, justement des tracés en fait, par exemple des tortues, on peut voir en fait grâce à ces balises les kilomètres qu'elles peuvent parcourir pour aller d'un point A à un point B et plein de choses en fait. Ça fait vraiment de la surveillance, c'est vraiment de la surveillance mais super utile parce que ça permet vraiment de comprendre un peu comment fonctionne la faune et la faune même un peu plus quoi. Donc je vais regarder les autres utilisations d'Argos. Il me semble que ça permet aussi de surveiller la pêche en mer. Bon, je vais pas aller dans le détail, hein, parce que c'est un peu complexe à expliquer. Voilà, donc ça fait vraiment en fait pour les animaux, en fait ils utilisent vraiment, c'est une petite balise
qui peut même mettre ça sur des oiseaux. Et des gens de chez Squeezie, c'est vrai que Squeezie hier a parlé de la catégorie sciences et technologies. Merci Nesuka pour le follow, merci beaucoup. Application à gauche. Voilà, donc il y a tout ce qui est océanographie, climatologie, la pêche durable et sécurité maritime, et également dans l'aide humanitaire. Donc voilà, donc c'est quand même assez global. Un autre point sur la surveillance environnementale, les satellites de type Pléiade qui permettent de choper en direct les bateaux qui dégazent en mer. Voilà, ce genre de choses aussi. Donc voilà, c'est vraiment parce que oui, il y a des satellites d'observation de la Terre et enfin, Argos fait plus partie au niveau de... Je sais pas si on peut considérer le système Argos comme, je pense oui, surveillance, oui. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le type Pléiade qui, comme dit Kofi, voilà, ça permet de surveiller certaines choses, comme les bateaux qui dégazent en mer, voilà. Donc c'est quand même très utile. C'est vrai qu'on entend partout parler des satellites, oui, il y a trop de satellites, tout ça. C'est... Voilà, il faut comprendre que les satellites, ça sert pas que comment, au GPS, à la télé, tout ça, Internet. Ça sert également à comprendre comment fonctionne, en fait, enfin, même surveiller l'évolution de certaines espèces et de certaines... comment... Je sais pas comment le dire, mince, je suis désolée, je suis fatiguée, j'ai des mots qui me viennent pas. C'est frustrant. Et enfin voilà, d'une surveillance environnementale globale en fait, je vais y arriver. Et du coup, c'est méga utile. On se rend pas compte et c'est super utile. Ensuite, on passe à quelque chose qui est très utile, que souvent les gens consultent tous les jours. On parlera du Starlink après si vous voulez. Tous les jours, en fait, c'est les satellites météo. Et je vais vous parler des météosats. Donc en fait, c'est une famille de satellites météorologiques. Principalement en fait viennent de l'Agence spatiale européenne et en fait qui prennent, enfin donc il y en a plusieurs et ils sont en orbite géostationnaire ceux-là, et en fait qui prennent en fait des images, des photos en fait numériques de la surface de la Terre et en fait qui les retransmettent ensuite aux météorologues pour leur permettre de faire des bulletins météorologiques. Donc voilà, donc quand vous voyez à la météo, c'est grâce à nos chers satellites Météosat. Et il n'y a pas que Météosat normalement, je crois. Du coup, voilà, donc en fait, et ça permet en fait justement de faire de la surveillance au niveau du climat, de prévoir en fait des tempêtes, des ouragans, bah vraiment des bulletins météorologiques et vraiment de prévoir certaines choses, de certains certains incidents climatiques, de les prévoir un peu à l'avance pour prévenir au cas où si ça peut impacter des populations ou des pays ou des villes bien précises. Je vais prendre un Starlink supplémentaire. Ouais, je mets tout sur tout ce qui est mission control et live lancement, je les mets sur YouTube. C'est Space Explorer W en fait, exactement comme mon name Twitch. Et du coup voilà, vous pouvez retrouver toutes les rediffs. Si vous manquez un live lancement comme celui de Starlink de la semaine dernière à 3h du mat, bah je vous ai préparé le replay juste après à 4h du mat, comme ça. Il est sorti et le lendemain, je l'ai publié, comme ça il était prêt pour vous au réveil. Désolée si je suis un peu hésitante sur ce que je dis, des fois c'est vraiment, je suis encore assez fatiguée. Promis, moi, je suis très hypée, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous annoncer le prochain Mission Control de la semaine prochaine, les gars. Je suis très hypée par le Mission Control de la semaine prochaine. Merci Mason95 pour le follow, merci beaucoup. Donc voilà, donc là on a fait un petit peu le tour des satellites, enfin du moins de ce qui est utilisé au quotidien, ce qui nous impacte plus ou moins tous les jours, on va dire. Après, tout ce qui est les satellites militaires, tout ce qui est surveillance, voilà, prévention, voilà, ce qui est un peu militaire, c'est un peu le côté obscur en fait des satellites. Après, les satellites Starlink, donc ça, les satellites Starlink, pour vous faire un résumé, donc c'est des satellites de chez SpaceX. En fait, ce sera une constellation de satellites qui en fait permet de couvrir le monde entier. Pour l'instant, c'est que l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour l'instant. En fait, le but est à la fin couvrir le monde entier en réseau internet. Par exemple, vraiment même dans les zones reculées, en fait, les gens puissent avoir internet. Sauf que voilà, donc les Starlink, c'est quand même assez touchy des fois comme sujet. J'en parle sur les live lancements Starlink à chaque fois.
parce que ça pose beaucoup de problèmes au niveau astronomie, parce que comme ils sont assez bas et parce qu'ils sont en orbite basse terrestre, ils sont à environ 550 km au-dessus de la Terre. Et le problème, c'est que vu leur inclinaison, ils reflètent la lumière en fait du Soleil au niveau de leurs panneaux solaires et de leurs antennes. Et ce qui fait que ils sont assez visibles à certaines heures de la journée. Donc en fait, ils sont plus visibles en tout début de soirée, donc 30 minutes avant vraiment la nuit à peu près, et 30 minutes avant le lever du jour. Donc en fait, c'est vraiment ces deux moments-là où ils sont censés être les plus visibles. Sauf que ça pose quand même problème si on fait des longues observations, et du coup, voilà. Après, récemment, surtout sur le lancement de la semaine dernière, de cette semaine, pardon. Je suis complètement décalée. SpaceX a développé un nouveau système pour justement éviter la réflexion du soleil sur les antennes et sur les panneaux solaires. Ça s'appelle VisorSat, qui est un genre de mousse noire qui est censé faire un pare-brise et justement empêcher en fait les rayons du soleil en fait de se refléter au niveau des parties les plus sensibles au niveau rayonnement. Ils en ont équipé un seul, donc à voir. On va voir si ça fonctionne ou pas. En tout cas, ils ont fait ça assez récemment. Je leur laisse le bénéfice du doute sur le fait de vouloir travailler avec les astronomes pour éviter le reflet en fait des satellites et gâcher des photos astronomiques. Voilà, c'était la petite parenthèse Starlink. donc là voilà, donc on a fait un petit peu le tour au niveau des satellites. Je pense qu'on a pour l'instant, c'est pour ça que je vais pas non plus dans le détail au niveau des satellites parce que sinon voilà, on pourrait en parler pendant des heures, il y en a de différentes sortes. C'est un peu mieux, non? Désolée, c'est vrai que celle-là elle est un peu plus c'est magnétosphère celle que j'avais mis au début. Et bien maintenant, on va passer à des objets un peu plus voilà, c'est un peu plus quotidien. On va dire vraiment des choses qu'on vraiment utilise vraiment, que ça nous impacte plus personnellement, on va dire, entre guillemets. On va parler voilà, de tout ce qui est vie quotidienne. Ça va être très rigolo parce que j'ai acheté un truc, je vais vous montrer après. Donc en fait voilà, donc c'est plus des objets du quotidien ou qu'on utilise, qu'on se rend pas forcément compte qu'on peut utiliser, mais voilà, qui sont assez accessibles à notre niveau en fait. Donc on va commencer par le Fisher Space Pen. Alors là, je vais pouvoir vous le montrer parce que j'ai eu la chance d'en avoir un. Donc voilà, donc ça se présente sous cette boîte-là. Vous pouvez voir Fisher Space Pen. Voilà. Donc en fait, c'est un stylo un peu particulier. Ça a été créé en 1965 par la Fisher Space Pen, par la Fisher Pen Company, après ils sont appelés Space Pen, qui est en fait utilisable en apesanteur, c'est-à-dire en 0G, 0 gravité. Il est également utilisable dans les milieux extrêmes, donc s'il fait très froid ou très chaud. Et en fait, la particularité de ce stylo, c'est qu'en fait, les cartouches d'encre sont pressurisées. Du coup, ce qui permet en fait de l'utiliser dans tous les sens. C'est-à-dire que si je me mets comme ça, voilà, je vais vous faire une petite démonstration. Hein. C'est y part. Donc si je me mets allongé, voilà, en fait, je vais pouvoir toujours écrire. Voilà, l'encre, en fait, si vous faites ça avec un stylo normal, voilà, ça va, parce qu'il est quand même bien plein. Mais là, vous voyez, je commence à avoir du mal. Alors qu'avec celui-là, en fait, je pourrais écrire encore pendant tout le temps, pendant un très long moment. Donc en fait, vous pouvez utiliser, c'est vraiment un stylo qui a été ensuite, qui a été acheté par la NASA et ensuite par les Russes, parce que en fait, ce n'est pas, les gens ont tendance à dire que ça a été développé par la NASA, mais pas du tout. En fait, c'est vraiment la compagnie Fisher qui ont développé avec leur propre thune ces stylos-là. Vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment... Voilà, bon, moi j'ai l'édition, comme je l'avais dit, j'ai l'édition 50 ans d'Apollo, donc il est un peu spécial, il est tout gravé, tout joli. Mais en fait, vraiment, c'est un stylo qui est genre très particulier et très utile. Et du coup, en fait, voilà, donc c'est vraiment la compagnie qui a, avec leur propre thune, développé ce stylo. Et ensuite, qui l'ont proposé à la NASA et que la NASA après a utilisé. Et en fait, ils l'ont également proposé aux astronautes russes parce que en fait, les Russes utilisaient du crayon, un crayon à papier.
Sauf que les lignes de crayon à papier, c'est du graphite. Le graphite, ça s'effrite. Et le graphite, ça peut faire des courts-circuits. C'est pas cool. On sent la fan. Bah, c'est méga utile. Enfin, même dans l'ISS, ils l'utilisent, hein, le Space Pen. Hein, donc voilà. J'adore, ma carte bleue veut chauffer. Alors oui, je préviens, ils sont pas donnés. Surtout, bon, moi j'ai l'édition spéciale 50 ans, une centaine d'euros, hein, le stylo. Mais c'est, enfin, en tant que Space Geek, c'est quand même, c'est un joli cadeau. Et bah, si un jour vous allez dans l'espace, si vous devenez astronaute, bah, il vous sera utile. Donc voilà. Le graphite, ça s'effrite. Boum! Punchline. Salut, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci Marc Amil Louis pour le follow. Merci Misner pour le follow. Merci beaucoup. Pourquoi pas seulement un feuille qui utilise la capillarité? Et bien en fait, avant d'utiliser ça, il me semble que la NASA, en fait, justement, les astronautes utilisaient un feutre. Mais en fait, ils se sont rendus compte que le stylo, c'était vachement plus pratique. Donc voilà, donc en fait, c'est vraiment un stylo assez spécial. Donc en fait, à la base, ça a été vraiment fait que pour l'utilisation en 0G. Et ensuite, ils l'ont commercialisé pour le grand public. Et vous pouvez l'acheter sur le site, vous tapez Fisher Space Pen, ils en vendent sur Amazon. Ils en vendent sur... Parce qu'en fait, sur le site web officiel, avec les... je crois qu'ils livrent pas en France. Moi, je sais que le mien, je l'ai acheté sur Amazon parce que c'était la façon la plus simple de l'avoir. Et du coup, voilà. Donc, c'est un stylo qui est assez stylé. Et en fait, donc voilà. Donc, si vous voulez vraiment, le stylo 0G, c'est le AG7. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est gravé AG7 sur le... Hop. Voilà. Voilà, j'ai la petite boule Apollo qui fait que le truc se rétracte. Donc c'est assez stylé. Donc en fait, c'est vendu dans cette boîte, comme ça, je la garde, parce que ça permet justement de protéger un peu le stylo. Et donc voilà, un stylo stylé, exactement. Punchline numéro 2. Voilà, donc si ça, enfin, ça peut faire un beau cadeau, enfin voilà, instant moment cadeau, si vous avez besoin d'acheter un cadeau à votre Space Geek préféré, eh bien vous pouvez acheter un stylo Fisher, qui est, enfin mais je crois que c'est vendu genre à Midika à Toulouse, ils en vendent, je crois que j'en avais vu, mais ils sont tout simples avec juste une petite navette dessus, je préfère le mien quand même. Mais ils sont vendus genre 70 €, un truc comme ça, les basiques. Et les cartouches sont, les cartouches sont rechargeables. Enfin, vous pouvez racheter des cartouches parce que bon, vu le prix du stylo, c'est normal qu'au bout d'un moment, il s'épuise. Ils ont même également fait un stylo. En fait, c'est l'Infinium Space Pen où en fait on peut écrire jusqu'à 43 km de. Enfin, ils disent 42, 43 km. Donc, en fait, vous pouvez l'utiliser quasiment toute votre vie. À part si vous écrivez pas des romans tous les jours. Donc c'est quand même assez stylé. Ensuite, on va passer. Donc là, c'est vraiment au petit fact-check. Vraiment, c'est très rapide. Ce sera très rapide sur celui-là. Les verres anti-rayures. Donc si, mesdames et messieurs qui regardez ce live, vous portez des verres anti-rayures, et ben vous pouvez dire merci à un fabricant de lunettes de soleil qui s'appelle Foster Grant. Qui en fait a proposé à la NASA une technologie. Donc c'est officiellement une technologie NASA. De verre anti-rayures qui est utilisé pour les visières des casques pour les casques d'astronautes, de combinaisons EVA et des combinaisons lunaires. Voilà, c'est quand même assez stylé. C'était très rapide, voilà, c'était vraiment le petit... voilà, merci Foster Grant, exactement. Ensuite, on va parler d'un truc rigolo. En plus, vraiment, j'ai acheté un truc, les gars, vous allez vous foutre de ma gueule. J'ai acheté un truc, je vous montrerai après. Donc en fait, on va parler de nourriture lyophilisée. Vite fait. Donc en fait, la nourriture lyophilisée, c'est vrai qu'elle est utilisée encore pour les astronautes parce que plus léger, parce que plus pratique à en transporter. Parce que je rappelle, en fait, dans l'espace, plus on emmène de choses, plus ça coûte cher. Plus c'est lourd, plus ça coûte cher. Et en fait, l'avantage en fait de la nourriture lyophilisée, c'est que c'est très très léger et du coup, ils peuvent en mettre beaucoup. Et en fait, durant le programme Apollo, en fait, la NASA en fait faisait des recherches au niveau pour améliorer l'alimentation spatiale. Et en fait, eh bien, tout ce qui est aliments lyophilisés, c'est une technologie ou une technique qui a été développée, mesdames et messieurs, par Nestlé en 1938.
Et ouais, c'est Nestlé qui a... Ouais, c'est vrai que c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Donc en fait, le système d'aliments lyophilisés, en fait, c'est des aliments qui sont cuits, ensuite qui sont congelés dans très peu de temps, et ensuite qui sont chauffés à vide, et en fait qui permet d'enlever les restes de cristaux, en fait, des cristaux de glace qui restent sur les aliments, et ce qui en fait de la nourriture lyophilisée. Donc vraiment, il n'y a plus d'eau, en fait, on extrait toute l'eau en fait des aliments. Et le cacao en poudre Nestlé, le bon vieux Nesquik, exactement, voilà, exactement. En fait, voilà, le cacao en poudre, tout ça. C'est vrai que c'est pas très, c'est pas très étonnant venant de Nestlé, c'est vrai, de ce point de vue-là, c'est vrai que j'y avais pas pensé, désolé, ça fatigue. Donc voilà, et en fait, c'est donc la nourriture lyophilisée est toujours utilisée dans la nourriture des astronautes. Ce n'est pas la majorité de la nourriture des astronautes, je précise, parce que oui, il y a certains aliments qui sont lyophilisés. Ils ont de temps en temps droit à des aliments frais comme des fruits, mais ils ont également en fait de la nourriture sous comment en boîte, nourriture en boîte, genre macédoine, enfin de type macédoine, vraiment en boîte métallique, comme du thon, enfin comme vous pouvez voir les boîtes de thon. Bah en fait là vous avez carrément des plats en version boîte en fer. Parce qu'en fait, par exemple, j'ai l'image de la nourriture qu'avait Thomas Pesquet. Donc en fait, c'est la nourriture en fait spatiale. La nourriture pour les astronautes est vraiment développée dans le but nutritionnel en fait. C'est vraiment c'est pas juste, on met pas juste oui l'astronaute va on lui met tout ce qu'il aime et voilà. Non du tout, surtout pas. C'est vraiment quelque chose de très étudié. Déjà pour tout ce qui est nutrition, parce que il faut pas oublier que dans l'espace, les astronautes font 2h30 de sport par jour pour éviter l'atrophie musculaire, parce que le fait d'être en gravité, les muscles en fait ne sont... Enfin, nous, on va dire que sur Terre, nous sommes attirés par la gravité, par par la gravité de la terrestre, et dans l'espace, non. Et en fait, du coup, les muscles n'ont plus l'habitude en fait de se maintenir, vu qu'ils sont de se maintenir, on va dire, vu qu'ils sont en apesanteur. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire 2h30 de sport par jour, donc par jour, voilà, pour justement maintenir un minimum de fibres musculaires pour éviter l'atrophie. Et du coup, en fait, pour essayer d'avoir une alimentation normale et un fonctionnement du corps à peu près normal, ils doivent aussi également avoir des apports nutritionnels bien précis, dont la nourriture, et en fait, c'est vraiment très très précis. Il y a une boîte de biscuits bois de maman dans le street view de l'ISS. Ah, peut-être, possible. Et en fait, par exemple, la nourriture, il y a des spécifications bien précises, ça doit pas s'effriter, parce qu'on évite tout ce qui est miettes, parce que ça peut aller dans les poumons, ça peut aller dans les yeux, ça peut aller dans les parties électroniques de l'ISS, ou vraiment dans les machines où on voudrait pas trop que ça aille. Vraiment, faut faire très attention. En fait, c'est vraiment très 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 étudié. C'est pour ça qu'en fait, majoritairement, la nourriture spatiale colle. C'est vraiment parce qu'ils montrent, par exemple, il y a une image de, je crois que c'était Peggy Whitson ou un truc comme ça qui, je sais plus, il me semble il y avait une vidéo où j'essaie de vous montrer ça si je trouve, parce que c'est super intéressant à voir. Voilà. Donc en fait, ils appellent ça genre le Space Burger. Donc en fait, ils utilisent principalement une tortilla en fait pour burrito ou trucs comme ça qu'on peut utiliser sur Terre. Donc vous pouvez voir qu'il y a tout qui est attaché dans l'ISS. Donc voilà, en fait, ils utilisent aussi une sauce. Enfin, tout ce qui est, faut que ce soit vraiment très collant. Faut qu'il y ait pas vraiment faut pas du tout qu'il y ait de miettes. Du coup, tout est très très collé. C'est vraiment la viande, c'est morceaux, mais voilà, ils découpent les morceaux et ils les collent sur la tortilla pour faire un genre. Là, c'est du miel, je crois. Et voilà, donc là, c'est une tortilla au miel. Mais je crois qu'il a fait une autre recette avec la tortilla ou le Space Burger où ils mettent vraiment... Il y a la tortilla, ils mettent la sauce et ils collent les trucs dedans en fait. Ça fait vraiment un gros truc gluant. Mais il paraît que c'est super bon. Donc voilà, donc là c'était la pause Chris Hadfield. Et ensuite, ce qui est... ce que je vais vous montrer. Il y a également en fait ce genre de choses...
Voilà, je vais vous montrer. Donc j'ai trouvé ça ce matin à la Cité de l'Espace. Mais en fait, on voit assez souvent, j'en ai vu par exemple le Cyberdog à Londres. Pas du sirop d'érable. Dans les essais, je sais pas. Parce qu'il faut que ce soit quand même très collant. Je suis pas sûre que le sirop d'érable, je crois qu'il est un peu trop liquide. Mais peut-être, hein, peut-être. Donc voilà, donc en fait, on voit ça assez souvent dans les musées, un peu, voilà, de l'astronaut food. Et donc en fait, je précise que ça, ce n'est pas de la vraie space food. Voilà. C'est pas... Les astronautes ne mangent pas ça. Genre, en fait, j'avais vu, genre, c'était Dr Nozman qui avait fait une vidéo sur la nourriture d'astronautes où c'était que des trucs un peu lyophilisés. J'étais en mode, oui, c'est cool, c'est super cool qu'il fasse une vidéo de dégustation où il mange de la space food, mais c'était vraiment pas de la vraie space food. Et j'étais un peu, genre, c'est dommage. Et si vous voulez, un jour, je pourrais vous faire un live où je peut-être essayer de me dégoter de la vraie space food, parce que je sais à qui demander. On fera ça si vous voulez. Et du coup, ben, je n'ai jamais goûté ce genre de truc. Donc en fait, là, c'est le fameux Space Ice Cream, en fait, qui a été popularisé par des entreprises de... Enfin, c'est vraiment un truc commerciaux as fuck, mais c'est très rigolo pour un peu parler de ce qui est la nourriture lyophilisée qui est utilisée dans l'espace pour les astronautes. Bah du coup, bah moi je vous dis, bah c'est parti. Hein. Moi je dis, allez, c'est pas instant dégustation. Comme ça, je vais vous dire et vous montrer à quoi ça ressemble. Bon, à l'intérieur, ça ressemble à ça. En tout cas, ok. Alors, on va voir. Ouh. Ok, bon, voilà, c'est vraiment voilà, y a rien de plus. Et ça ressemble, c'est tout empaqueté, en tout cas. C'est bien fait. Le son qui se diversifie en instant de dégustation. Bah ouais, carrément. Enfin, je me suis dit que ça pouvait être rigolo en fait de faire ça en live. Parce que j'ai toujours voulu genre faire un live dégustation, enfin comparaison faux space food et vrai space food. Mais si vous voulez, je peux essayer de me débrouiller pour faire ça. Parce que je suis vraiment très très hypée pour faire ce type de live ou de vidéo. Ça fait genre 1 an que je pense à faire ce truc. Merci Kladzik pour le follow, merci beaucoup. Donc voilà, donc là, ouf, ah oui, c'est un peu émietté. Donc en fait, honnêtement, je m'attendais à pire, regardez. Donc voilà. Donc c'est complètement sec, hein. Donc là, c'est censé être de la glace qui a été lyophilisée. C'est un ice cream sandwich, hein, comme ils aiment faire aux États-Unis, entre 2 biscuits au chocolat. Et bah, vous savez quoi, je vais goûter. On dirait un Ben à une couche de crème énorme. Bah ouais, c'est un peu ça en fait. J'ai goûté le côté fraise, je vais goûter. Bah, c'est pas si mal que ça. Pas de session ASMR ce soir. Bah non, j'aime pas, enfin, je vous évite, je vous ai pas... Ouais, j'ai pas tout mangé parce que ça reste quand même une glace, hein. Malheureusement, il y a quand même des calories dedans. Bah en fait, c'est pas trop mal. Je m'attendais vraiment à pire, en fait. Je m'attendais vraiment à un truc genre méga sucré, dégueulasse. Mais en fait, pas du tout. J'ai vraiment l'impression de genre manger un biscuit avec de la glace dedans, sauf que bah c'est pas creamy, ça fait pas de miettes. Bah un petit peu. Je vais regoûter, attention. Juste, ça fait des miettes. Hein. Ça fait des miettes. C'est pas dégueu, hein. Franchement, c'est pas dégueu. Mais oui, non, c'est pas Space Proof. Hein. Space Proof, c'est-à-dire que ça fait pas de miettes. Donc ouais, j'ai plein de miettes sur mon carnet maintenant. Mais c'est pas dégueu. Après, je suis pas sûre que je mangerai sur plusieurs jours vu les calories qu'il y a dedans. Non, ça va, il y a que 128 calories. Ok. Merci le loup 3000. Donc voilà, donc si je vous remontre un peu, donc j'ai croqué dedans. Voilà, ça ressemble à ça. Donc voilà, je reprécise pour ceux qui connaissent pas, et juste vous faites pas trop avoir, ce n'est pas de la vraie space food. Hein. Ce genre de choses. C'est vraiment commercial pour vous faire, enfin, juste pour un délire comme là ce soir, je vous montre. Mais voilà, ce n'est pas du tout de la vraie space food. C'est juste du truc lyophilisé, quoi. Ils se sont dit, tiens, on va faire de la lyophilisée. C'est comme, en fait, je sais pas, pour ceux qui vont en convention, attention, pour ceux qui vont en convention dans les trucs manga, genre Japan ou Art to Play ou Paris Manga, trucs comme ça, vous avez souvent des stands de fruits séchés, c'est pas des fruits secs, mais vraiment des trucs un peu lyophilisés. Et je sais plus, j'ai vu, je crois qu'ils disaient oui, nourriture pour astronautes.
Non, 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 ils mangent pas ça, les gens. Ah, ne vous faites pas avoir, en plus ça coûte cher. C'est des trucs en fait, c'est je crois que le stand le plus cher sur les conventions. Surtout, ne vous faites pas avoir sur ce genre de choses, ce n'est pas de la vraie nourriture d'astronaute. Mais si ça vous dit, j'essaierai de me débrouiller pour, pour faire une vraie vidéo dégustation où on comparera, où j'achèterai ce que par exemple à la Cité ils font vraiment le kit avec tous les différents space food à la noix comme ça. Et j'essaierai de de dégoter, je sais pas trop comment, de la vraie nourriture spatiale, donc qui est vraiment envoyée par pour les astronautes. Et comme ça vous dit, on pourra. Je ferai peut-être pas ça toute seule. J'essaierai d'inviter peut-être d'autres gens. Witness et révélations cool, l'industrie des conventions, exactement. D'ailleurs, je vous invite à regarder. En fait, j'étais morte de rire. C'est la vidéo de Maître Otaku sur les conventions. Et je trouve que du coup, il parlait de ça en fait, et je trouvais ça très rigolo parce qu'il y a plein de choses en fait qui se passent en convention et et qui sont très utiles à savoir pour les gens qui n'y connaissent pas grand chose et qui veulent se rendre à des conventions. Vidéo très utile. Whitney Gates, exactement. Merci Adri21, merci beaucoup pour le follow. Très gentil. Donc voilà, donc c'était vraiment la parenthèse nourriture spatiale, aka spatiale. Mais voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu, ouais, j'étais un peu trigger par la vidéo de Dr. Nozman parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et quand j'ai vu, oui, je déguste de la nourriture d'astronaute et que je vois que c'était vraiment le truc. J'étais là. Non, s'il te plaît. Non. En fait, c'est dommage que ça trompe un peu les gens, en fait. J'ai l'impression que les gens s'attendent vraiment à ce que les astronautes mangent ça et pas du tout. Non. C'est vraiment des trucs, enfin... Voilà, c'est pas du tout ça. Et du coup, ouais, j'essaierai de vous faire un petit truc. Alors, son stand de bouffe. Mais vraiment, en fait, les astronautes mangent aussi des fruits frais. Enfin, c'est pas tout le temps, mais dans les cargos, en fait, ceux qui ravitaillent la station spatiale internationale, ils ont le droit à des fruits frais, tout ça, de temps en temps. Et pour rappeler un petit peu le goût le goût de la Terre, parce que quand tu es enfermé 6 mois en orbite autour de la Terre, t'inquiète que la Terre te manque. Parenthèse Whitney Lucy, les conventions de profit. Bah ouais, le problème c'est qu'il y a des gens qui savent pas, qui se rendent en convention et... Enfin, achetez pas les fruits qui vendent, les fruits séchés dans les conventions. Achetez pas ça. Surtout quand ils vous disent nourriture pour astronautes. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Surtout, n'achetez pas ça. Ensuite, je pense que ça va être la dernière chose dont je vais parler ce soir sur ce sujet. En fait, donc c'est les systèmes de purification d'eau. En fait, donc c'est inspiré du système en fait qui est utilisé à bord de l'ISS. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à bord de l'ISS, l'urine et la transpiration sont recyclées parce que on peut pas, enfin, dans une station spatiale, c'est un peu compliqué pour produire de l'eau. Donc en fait, c'est les cargos qui ravitaillent en eau en fait les systèmes de recyclage d'eau. Et en fait, il faut savoir que donc l'urine et la transpiration des astronautes est recyclée pour en faire de l'eau potable et de l'eau avec laquelle ils se lavent. Je suis dans la catégorie sciences et techno grâce à Squeezie. Eh bien, merci Squeezie, c'est gentil, merci à Squeezie d'avoir fait découvrir la catégorie sciences et technologies. Et du coup, donc voilà, donc c'est très, enfin en fait, donc l'eau est réutilisée et recyclée grâce à un système en fait de recyclage, de filtration, qui permettent vraiment d'enlever tout le côté, tout ce qui est côté déchets en fait de l'urine et vraiment recycler au maximum et purifier l'eau en fait pour qu'en fait elle soit réutilisable mais aussi potable. Par exemple, en fait, l'eau est réutilisée pour se laver. Donc, ils utilisent en fait ils ont une petite machine avec des petites poches et en fait, ils branchent la petite poche. Vous savez quoi, je vais vous montrer la vidéo carrément. J'ai vu qu'il y avait une Samantha Cristoforetti qui avait fait genre comment on se lave. Samantha Cristoforetti. Donc Samantha Cristoforetti qui est une astronaute italienne et qui est une astronaute européenne. Est-ce que je sais plus si c'est dans la vidéo des toilettes. Alors si vous voulez, je peux vous mettre la vidéo des toilettes.
Donc voilà, donc en fait c'est une grosse machine en fait qui leur permet justement de récolter l'eau de la transpiration et l'urine et qui permet justement de la recycler, de la filtrer pour la rendre potable au maximum, réutilisable pour se laver et en fait et la réutiliser pour justement réhydrater la nourriture qui est certains aliments qui sont lyophilisés permettant de les réhydrater. Parce qu'en fait ils peuvent également faire chauffer l'eau aussi. Ici, ouais, c'est ça. Il y a l'humidité de l'air. Enfin, en fait, c'est vraiment par des conduits en fait qui permettent justement de récupérer l'eau et ensuite de la retransmettre dans la grosse machine. J'ai plus le nom exact de la machine. Je sais que j'en avais utilisé pour mon truc sur le blog. Je sais plus du tout le nom de la machine. Voilà. Donc en fait, ce que vous voyez ici à votre droite là, voilà, c'est ça. C'est cette grosse machine. Et du coup, qui est dans l'ISS. En plus, enfin, là, on voit plus au niveau, plus de cette taille-là. Après, l'ISS, c'est grand, hein, donc moi, je suis sur le site de la NASA. Voilà, donc c'est c'est The Environmental Control and Life Support System. Voilà, c'est ça, en fait, la machine de réutilisation, qui est de recyclage de l'eau. Ou Water Recovery System. Bon, en fait, non, voilà, le CLSS, ça fait recycleur d'eau, mais également générateur d'oxygène. Voilà, donc ça fait plusieurs choses. Désolée, je suis encore un petit peu fatiguée, j'ai encore mon cycle, du coup j'ai un peu de mal, je suis désolée si je suis pas fluide. Ah, un schéma de l'ESA, donc l'Agence Spatiale Européenne, qui explique un peu comment ça fonctionne. C'est assez compliqué. Et ensuite, voilà, ça part, ça fait, donc ça se... Donc il y a l'urine, ensuite qui passe dans un genre de système de distillation, en fait, qui ensuite passe dans le genre de Recycle Filter Tank Assembly. Et voilà. Et après, vous pouvez boire votre urine, les gars. Donc voilà. Et justement, donc en fait, ce système de recyclage de l'eau a été inspiré en fait pour faire ce genre de filtre en fait pour pouvoir pour permettre par exemple à des endroits assez reculés dans le monde qui n'ont pas vraiment accès à l'eau potable de créer en fait des filtres qui leur permettent de boire en fait directement. Enfin, je sais que j'avais vu une genre de seringue ou en fait une genre de grosse paille en fait qui contient des filtres qui peuvent être changés, il me semble, qui leur permettent de boire directement sans avoir besoin de traiter l'eau. En fait, l'eau est traitée dans le genre de grosse paille. Et en fait, justement, ce système a été s'est inspiré du système qui est utilisé dans l'ISS. Donc voilà, c'est de la grosse filtration plus des procédés chimiques en fait qui purifient l'eau dans ces petits systèmes portables. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait le tour pour ce soir, du moins. Je vois 1h30, enfin c'est parfait, j'arrive à tenir vraiment dans les temps, c'est un truc de dingue. Et bien si vous voulez, en format remorque. Alors je sais pas du tout, capitaliste, je peux pas te dire. Donc on va passer, donc c'est l'heure, vraiment. Ouh, tech de l'espace, parce qu'on a deux des techs de l'espace dans notre quotidien. Oui, pour ce soir, oui, c'est pour ça. Parce que normalement, le Mission Control, j'essaie juste que ça dure 1h30 et pas plus. Voilà. Parce que je vois pas faire, à part pour certains sujets, donc, et surtout peut-être pour le sujet de la semaine prochaine, peut-être que ça durera un peu plus longtemps. Et oui, c'est parce que j'ai pas envie que ça traîne trop, surtout qu'on est samedi soir, peut-être que les gens ils ont autre chose à faire aussi de regarder des streams peut-être. Mais ouais, à la base c'est le vendredi soir, hein. Les Mission Control c'est tous les vendredis soirs à 21h. Mais c'est juste hier j'étais pas très bien pour le faire. Ça va être l'heure de la libre antenne. Donc si vous avez envie de poser une question, ou si vous avez envie je sais pas, de raconter une anecdote à propos du sujet de ce soir, n'hésitez pas. Le mylar aussi, ce qui est utilisé pour les filtres solaires de télescopes et des voiles solaires. Exactement, Kofi, exactement, c'est ça. C'est vrai que, je suis désolée, avec la fatigue, j'ai sûrement oublié des trucs dont je voulais parler. Je m'excuse, vraiment, je m'excuse à l'avance. Pourquoi je t'entends pas, Alex? Ah oui, non, c'est bon. Oh, pardon, je t'ai mute, je vais faire la passerelle. Ah oui, ok. Bonsoir le stream. Donc Alexandre qui est modérateur sur... Si ça vous dit, n'hésitez pas, vraiment, je vous laisse la parole, vraiment n'hésitez pas à venir si vous avez des questions. Après, je pourrais pas répondre à tout, mais si vous avez des questions précises ou si vous avez des remarques constructives,
voilà, ou des anecdotes bien précises sur le sujet de ce soir, venez, n'hésitez pas, vraiment, la parole est à vous. Alors je sais que peut-être le sujet de ce soir est un peu particulier, hein, je savais que bon, j'étais un peu, j'étais pas méga chaud patate pour le sujet de ce soir. Après je me suis dit que c'était quand même assez cool de remémorer aux gens qui disent que oui l'espace ne sert à rien, que l'espace est quand même très très utile dans notre quotidien. Mais voilà, j'ai vraiment, enfin, salut Boub Astronaute, salut, bienvenue. Et donc je disais que, enfin, même si là, comme je dis, j'ai vraiment gratté à peine la surface hein, de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est utilisé au quotidien, grâce à l'exploration spatiale. Enfin, quand je dis exploration spatiale, je parle du début vraiment de l'ère spatiale, c'est-à-dire pendant la guerre froide, et même avant. On va dire oui, c'est vraiment commencé dans enfin, parce que bon, je compte pas la Seconde Guerre mondiale pour le spatial, mais du coup, vraiment à partir de la guerre froide. Donc en fait, on voit que depuis, depuis le premier homme, même depuis Sputnik, hein, le premier satellite artificiel envoyé par les Russes, on voit qu'il y a quand même énormément d'évolution, énormément de progrès au niveau technologique, et on peut dire vraiment un grand merci au spatial. Parce que on se rend pas compte, mais ça nous a quand même pas mal amélioré la vie et facilité la vie surtout. Ah, gonfleur d'épices. Bonjour madame l'administratrice de la NASA. Bon. Ici le journal STS is better than Buran. Pourquoi on n'avait pas envoyé de barbecue dans l'ISS? On n'a pas envoyé de barbecue, mais on a envoyé un four à cookies dans l'ISS, monsieur. Et ça vaut tout l'or du monde. Ouais, voilà. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, le dos droit, hop, merci. Salut Helmut, bienvenue. Donc pour ceux qui ne savent pas, qui sont pas au courant, donc c'était il y a, je sais plus, c'était il y a plus de 6 mois. Et oui, exactement, un four à cookies, vous entendez bien. En fait, donc c'est le Doubletree, donc la chaîne d'hôtel Doubletree Hilton. Qui en fait ont fait un partenariat avec Nanorax et une autre boîte, donc qui sont spécialisés dans la cuisine, de monde de la cuisine au niveau du spatial. Enfin, je trouve ça un peu moyen. Donc en fait, ils ont fait une petite collab tous ensemble pour envoyer en fait ce que les hôtels Hilton Doubletree sont réputés pour accueillir leurs clients, donc les gens qui payent vraiment une chambre, avec des cookies tout chauds, des cookies vraiment préparés, faits maison et qui est vraiment encore chaud. Et du coup, ils se sont dit pourquoi pas en envoyer dans l'espace. Et en fait, ils ont donc avec alors je sais plus comment il s'appelait, c'était Zero G. C'est voilà, Zero G Kitchen, Nanorax, donc Nanorax qui est un industriel du spatial qui fait aussi des déployeurs de CubeSat, donc des nanosatellites. En fait, on fait une collaboration pour faire un four à cookies, donc qui est un four à induction, à l'envoyer dans l'ISS. Donc c'est un petit truc, hein, c'est comme ça, hein, c'est pas très gros, pour pouvoir cuire en fait les fameux cookies de la chaîne d'hôtel Doubletree Hilton. Donc en fait, ils ont envoyé ça. Et ils ont fait cuire, donc en fait ils ont mis de la pâte à cookies donc dans des genres de pochons en silicone vraiment scellés avec des trucs en métal pour faire cuire des cookies dans l'ISS. Donc ça a mis pas mal de temps, ça avait mis je crois 1 heure et demie quand même, contrairement à 12 minutes sur Terre, parce que j'avais fait un live où j'avais fait la recette des cookies. Et en fait, donc voilà, le but c'était un peu faire de la com et voir comment les cookies cuisent dans l'espace. Parce que, en fait, les astronautes n'ont pas pu goûter ces fameux cookies. Et en fait, ils sont retournés sur Terre pour être analysés. Et voilà, c'est triste, ils n'ont pas pu goûter les fameux cookies de Doubletree Hilton. Et voilà. Et donc, le pire, c'est que quand ils ont fait cuire les cookies, il y avait l'odeur enfin, vous savez, quand vous faites cuire des cookies, vous avez cette odeur de cookies qui monte, qui chauffe, parce que voilà. Et eh bien, ouais, ils n'ont pas pu goûter les cookies. Et comme tu dis, oui, la déception, exactement. Vraiment ça, j'étais dégoûtée quand j'avais vu ça. Je me suis dit, putain, c'est chaud quand même. Genre, t'es dans l'ISS pendant 6 mois, on te fait cuire des cookies, t'as l'odeur des cookies, mais tu peux pas les manger, quoi. J'éteins le seum, quoi. Ouais, du coup, c'est Luca Parmitano, donc, qui est astronaute italien, ou astronaute de l'Agence spatiale européenne, qui était en charge de faire cuire ces cookies. Et du coup, voilà, donc c'était lui, c'était le chef cookie de l'ISS pendant une journée.
Personne envoyé de la raclette dans les siestes. Non. Et c'est pas celui que Thomas Pesquet présente quand il fait le tour de l'ISS. Non, 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 du tout, parce que le four a été envoyé il y a très récemment, donc du tout. Spationautes, c'était les Français du CNES, et le CNES a plus d'astronautes, ESA, donc astronautes européens. Exactement. Enfin, pour Thomas Pesquet est un spationaute. Mais même maintenant, on utilise plus communément astronaute. Pour ce qui est les astronautes russes sont des cosmonautes, et pour les astronautes chinois, ce sont des taïkonautes. Après, il me semble oui, c'est que pour les astronautes chinois quand on dit taïkonautes. Donc voilà, c'était le fun fact du soir. Personne ne veut venir en libre antenne, mais venez, hein. Et c'est gratuit, hein. Vous pouvez venir, hein. Tranquillou, hein, discuter. Bah, les japonais aussi, bah je sais pas. Même Alex ou Robin, si vous voulez venir discuter, venez, hein. Welcome. Hein. On a une personne qui veut poser des questions. Oui, VV, bah viendez. Ah bah voilà. Bonsoir, Der. Der. Ah oui, c'est Der. Bonsoir. Mais comment tu t'appelles alors? Alors, Der Siebte Schatten, Oui. si on prononce correctement. Ou sinon, vous pouvez m'appeler Vivien, comme vous voulez. Ouais, ou Der. Vivien, ça plein qui disent... c'est mieux Vivien, je pense, ça va être plus facile. Surtout Voilà, pour moi, sinon, pour prononcer. Sinon, il y en a plein qui disent juste Der, alors que ça veut juste dire le en allemand, mais bon. Ouais, je voulais faire un truc différent en allemand, et puis parce que j'habite en Allemagne aussi, donc bon, hein. D'accord. Warum nicht? J'ai pris pas mal de notes parce que j'avais plein de trucs à dire, notamment application aussi un poil militaire, parce que pour ceux qui savent pas, je suis militaire aussi et que je voulais revenir sur 2-3 trucs. Bien sûr. T'avais parlé du scanner des yeux et j'avais dit que c'était utilisé. En fait, je parlais même du scanner en lui-même, c'est aussi utilisé au moins dans les armées en France. Et d'ailleurs, je m'en suis souvenu, en fait, je l'ai fait aussi moi-même parce que tous ceux qui passent l'aptitude de pilote doivent passer par ce scanner des yeux pour voir, pour vérifier que tout va bien, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ça Je savais pas du tout. D'accord, j'avais pas compris. Je savais pas du tout qu'il utilisait aussi niveau militaire. Bon, au moins. Ouais, c'est vraiment, en plus de tous les tests, t'as ça aussi. D'ailleurs, petite anecdote là-dessus, parce que je l'ai aussi passé pour faire l'aptitude pilote, même si j'ai pas réussi à devenir pilote. C'est un peu horrible, parce que pour que le scanner marche, il faut que ta pupille soit ouverte au maximum. Ah oui, et pour ça, le seul moyen qu'ils ont, c'est qu'ils te foutent des gouttes dans les yeux, ça liquide, le machin, ça pique, mais affreusement. Ah oui, ouais. Pendant 15-20 minutes, le temps que tes pupilles soient bien ouvertes, bien écartées, et ensuite font le scanner. Et après, ils te disent, bon ben, voilà. Et après, ils te disent, bon ben voilà, par contre, ça continue à faire effet pendant au moins 10-15 heures. Donc pendant 10-15 heures, vous n'avez pas le droit de conduire. Vous devez porter du lunettes de soleil, sinon ça va vous brûler les yeux dès que vous allez sortir. Hein. Ah bah Même s'il y a des nuages. Hein. J'ai essayé, je suis sorti, il faisait couvert, ça m'explosait les yeux si j'avais pas les lunettes de soleil. Ah oui, ouf, aïe aïe aïe. Et d'ailleurs, tout le monde a l'impression que t'as fumé ou que t'as pris de la drogue, etc. Parce que... Bah oui, parce que t'as les pupilles dilatées, bah bien sûr. Ouais. Mais t'étais dilaté à fond, quoi. Donc voilà. Oh, c'est tendu. Donc sur le coup, ça fait pas trop plaisir quand même. Ça dure 5 secondes le scanner lui-même, t'as juste la lumière rouge dans les yeux. Ah oui, bah oui, ouais, c'est vrai qu'en plus, c'est vraiment. Mais le contre-coup, par contre, oh. Ah, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a Kofi qui dit on a raté, faudra recommencer. À Kappa. Oh oui, non. Oh no. Ah oui, non. Ça risque d'être compliqué, ouais, putain. Pour rien au monde, j'aurais recommencé ce truc. Capitaliste qui dit que c'est Orange Mécanique, c'est exactement. Mon dieu. Oh no, exactement. Ah ouais, non, c'est. Puis en plus, je connaissais des amis qui étaient venus en voiture, qui devaient repartir en voiture, et non. Hein, ah bah oui, non. Là, bah non. Un peu compliqué. Conduire, hein. Ah, c'est sûr, là. Waouh, putain. Il y avait un truc que je voulais parler. Ouais, le GLONASS, il y en avait un qui demandait si ça marchait au pôle, etc. J'ai regardé la carte. Ah oui. Du coup, j'ai pas trouvé, ouais. Ouais, si j'ai la carte en fait où ils indiquent le GDOP du système. Le GDOP, grosso modo, c'est pour ceux qui connaissent pas. Il y a GDOP, ADOP, DOP, etc. C'est plusieurs valeurs qui vous indiquent en fait la précision de la mesure, que ce soit du GPS ou de GLONASS. En fait, plus vos satellites sont écartés dans l'espace, mieux ça marchera. S'ils sont tous quasiment au même endroit, vous allez avoir une précision absolument merdique. Et ça s'appelle, vous avez plusieurs valeurs, GDOP, le ADOP, etc. Et GDOP, grosso modo, on dit que si vous avez un GDOP inférieur à 6,
vous allez avoir une position correcte. Et quand on regarde la carte pour le GLONASS, effectivement, ça a l'air de marcher partout, sauf bizarrement au sud de l'océan Indien, vous avez une petite zone noire, allez savoir pourquoi, mais ça marche aussi au pôle, du coup. Donc je rappelle, le GLONASS, c'est le système de navigation par satellite, donc les GPS, mais russe. Donc, Ouais, voilà. si vous voulez, ça veut dire Globainaya Navigaziona Sputnik Novaya Sistema. Voilà. Vous avez appris. Voilà. Il y Eh a, ben, il y a Sputnik dedans. Waouh, ça c'est stylé. Voilà. ok. Bon, c'est en concurrence du GPS. Ouais. Mais c'est pas le seul truc qui existe. Hein. Enfin bon, il y a un autre truc d'ailleurs qui existe aussi, qui est d'ailleurs une coopération entre les Russes et les Américains. Enfin, coopération. Au début, c'était en concurrence, mais c'est devenu une coopération. Tu parlais de l'utilisation des satellites pour le suivi des animaux, etc. Il y a à peu près quelque chose qui existe aussi pour le sauvetage en mer, qui est extrêmement utile. C'est le. je C'est le sais- Cospas-Sarsat. Ah non, parce que moi, je vois le système européen. Je crois que c'est le SAR. Ouais, Je crois que alors, Heidendal en parlait tout à l'heure. ouais, alors SAR, en fait, c'est Search and Rescue, c'est le fonctionnement complet. D'ailleurs, en français, on appelle ça SMDSM, Système mondial de détresse et sauvetage en mer. C'est Ok. tout un ensemble d'outils et le COSPAR SARSAT est un des outils de sauvetage en mer. Mais il y en a plein, hein. Oui, Même oui, le GPS en fait partie. bien sûr. Mais c'est pour ça, en Et fait, le... c'est vrai qu'il y a aussi ça, voilà. l'utilité satellite également pour le sauvetage en mer. C'est vrai que j'ai pas précisé ça non plus. Voilà. Et du coup, COSPAS SARSAT, qui est en fait l'assemblement de deux systèmes, le COSPAS russe et le SARSAT franco-américano, je sais plus, enfin c'est majoritairement américain, mais il y a plusieurs qui ont coopéré. États-Unis, Canada, France, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et du coup, c'est deux systèmes qui au début étaient concurrents, puis qui ont fusionné à la fin de la guerre froide, et qui servent tous les deux au positionnement de balises de détresse. Ah Alors oui, ça oui. sert, Ok. ça sert en mer pour ce qu'on appelle les épirbes, donc des petites balises, dès qu'elles sont plongées dans l'eau, pouf, elles émettent un signal Mhm. sur ce système COSPAS-SARSAT, et du coup ça retombe au centre d'alerte. En France, c'est le MRCC Griné, tout au nord de la France, qui s'occupe de ça. D'accord. Mais ça existe aussi pour les avions, c'est le LT, ou même les alpinistes. Ils ont aussi une balise PLB Oui. qui fonctionne sur le COSPAS-SARSAT. D'accord, ok. Donc c'est vraiment un système qui est hyper utile pour tout ce qui est le sauvetage, parce que, Oui. mine de Ah rien, oui. dès que tu as un problème, tu appuies sur un bouton, pouf, tout le monde sait où t'es. Ça, c'est super utile. À condition que ce soit capté par le satellite, Mm. je sais pas si ça couvre tout le. Je crois que les pôles ne sont pas couverts par le COSPAS-SARSAT. Ça, faut que je regarde. Mais bon, D'accord. Bon. En voilà. tout cas, merci en tout cas, parce que c'est vrai que il y a des détails que je ne connaissais pas. Ouais. L'Internet par satellite aussi, Ouais. ça pour le coup, c'est vraiment un truc que j'utilise tous les jours. C'est un truc, alors à terre, on n'y pense pas parce que tout le monde, soit la 4G, soit la fibre Oui, optique, bah soit la oui. DSL, etc. Mais alors en mer, vous avez pas de bande 4G, sauf après des plateformes pétrolières. Les plateformes offshore ont parfois des antennes 4G. Sinon en mer, ben, vous êtes complètement dépourvu et il y a des systèmes pour avoir Internet en mer qui existent. Alors, Mhm. chez les militaires, on a Syracuse, qui est un système franco-français, qui marche très bien, avec une vitesse maximale de 3 mégas par seconde. Waouh. C'est très lent. Bah oui, faut conserver la bande passante. Et sinon, vous avez le seul système commercial qui existe, c'est Inmarsat, Oui. qui fait Internet, qui fait de la voix. Alors, ça marche très bien. Par contre, je vous préviens, ça coûte un bras si vous voulez essayer. Souvent, Parce oui, que, comment ouais, les systèmes sont super chers, un peu comme les téléphones satellites aussi, sont très chers. bah, ouais, les téléphones, on avait un téléphone de satellite d'abord, ça ressemble à un téléphone portable juste avec Mhm. une très grosse antenne qui se C'est déplie. ça. Et puis après, vous tendez le bras en espérant avoir un signal et ça marche une fois sur 10. Voilà. Par contre, effectivement, niveau prix, pour vous donner un ordre d'idée, sur le bateau où j'étais, qui était un bâtiment allemand, parce que je suis en échange en ce moment, eux, ils n'ont pas du coup de système national, ils sont obligés de passer par l'Inmarsat. Ça leur fait environ entre 10 000 et 20 000 euros par mois Ah oui, en Internet. Pour dire à quel point c'est cher. c'est vrai que c'est cher. Ah oui, oui, c'est très cher, oui. C'est extrêmement cher l'Inmarsat et pour l'instant, bah, il n'y a pas beaucoup mieux et bah, on espère d'avoir Starlink, mais il y avait Facebook aussi qui voulait faire, mais eux c'était avec des ballons, c'est pas tout à fait des satellites, D'accord, ouais. pour avoir de l'internet à peu près accessible tout public. Mais
bien qu'il existe, il existe des opérateurs Internet, même en France, qui proposent de l'Internet par satellite. Ok. C'est pas très cher, avec un débit correct. Alors, l'inconvénient de l'Internet par satellite, pour ceux qui n'ont jamais essayé, c'est que même si vous avez un débit correct, vous allez avoir un ping, en fait, un temps de réponse entre votre machine et le serveur que vous allez accéder, qui est énorme. Parce Ah qu'il faut oui, que ouais, il y a... le signal monte jusqu'au satellite, redescende, Ah, ils redescendent, ouais, et puis exactement. après, refasse le retour. Et C'est vrai que donc, c'est un peu compliqué, ouais. voilà. Donc, essayez pas de faire ça pour faire des jeux en ligne type Star Citizen ou un truc dans le genre. Oui, non. Non, surtout pas, surtout pas sur Star Citizen, hein, les gars. Donc là, Ça peut. il y a un sondage qui s'est... quand que mes chers modérateurs ont lancé. Et vous êtes à 92% à trouver l'espace très utile. Ça va, c'est rassurant. J'espère en tout cas que que le mission control de ce soir vous a convaincu que le spatial était quand même très utile. C'est rassurant, surtout quand on voit Twitter ces derniers jours, où C'est tout ne vrai, sert à rien. c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que des fois Twitter, il faudra un petit peu attention. Et Mm. mais oui, en tout cas, c'est vrai que c'est rassurant. Au moins, je suis quand même contente que vous pensiez quand même à 92% que l'espace est utile. Parce que c'est vrai, c'est vraiment ça. Hein, on se rend pas compte, en fait, enfin, vraiment à quel point le spatial impacte notre quotidien, mais à 100%, quoi. Et, Mm. euh, et en fait, si on s'imagine sans Internet, sans télé, sans GPS, déjà on se dit ah merde, déjà il y a un petit souci. Donc voilà, en fait c'est vraiment indispensable. J'ai cherché le mot, Je vois, désolé, la fatigue. je vois Capitaliste qui dit c'est le même prix que AOL à l'époque, quoi. Ah Ah, c'est à oui, peu près ça parce qu'en fait, vous payez à la minute la connexion par satellite. C'est pas à ah la ouais, quantité de volume, etc. C'est à la minute. Et le pire, c'est que l'Inmarsat, que vous soyez en mode streaming ou en mode normal, quand vous êtes en mode normal, vous n'êtes pas garanti d'avoir du débit. C'est en fonction du débit qui vous est accordé par satellite, en fonction de sa charge. Et eh oui, parfois, vous avez quasiment pas de débit et ça marche pas du tout, mais vous payez quand même à la minute. Et ça continue. Et c'est super cher. Je oui. reviens sur le GPS, j'ai oublié un truc. Il y a un truc que les gens ne savent pas forcément avec le GPS et qui était d'ailleurs un des moteurs de Galileo, c'est que le GPS, c'est un outil militaire américain qui, même s'il est un accès est offert à une application civile, il ne faut pas oublier Mhm. que c'est un outil militaire et que théoriquement, le gouvernement américain, bah, il peut en faire ce qu'il veut en fait avec le GPS Oui. et que du coup, on peut toujours supposer qu'un jour, notamment sur le segment base, le segment au sol, ils Mhm. peuvent toujours à tout moment rajouter une différence de position fixe. Oui. Et du coup, ben, à un moment, votre GPS dit bon, vous êtes 500 mètres plus à l'est ou alors 2 km plus à l'est. Et du coup, ça change tout. Surtout pour les bateaux où ben, parfois 100 mètres plus à l'est, et ben, c'est des récifs et puis boum, vous tapez Oui. en plein dedans. C'est vrai, c'est compliqué. Voilà. Alors que Galileo, au contraire, c'est prévu pour une application civile. Et ce Uniquement sera, civil, ouais. voilà, c'est uniquement civil. Et c'est pas du tout contrôlé par une branche militaire, quoi que ce soit, Et c'est quand etc. même assez précis aussi, également, Ouais. Galileo. C'est plus précis que le GPS, en tout cas. Donc, Ouais. Même la version, parce qu'en plus, le GPS, vous avez deux fonctions. Il y a la fonction civile. Et puis mhm. après, si vous avez une clé militaire, vous pouvez avoir accès à une position beaucoup plus précise. Mais ça reste Oui. quand même moins précis que Galileo. Ouais, c'est vrai que Voilà. le Galileo, quand même, c'est vraiment. Enfin. Après, je sais pas honnêtement si, par exemple, moi, je pense, sur mon iPhone, je sais que j'ai Galileo, enfin, que je peux accéder à Galileo, mais après, je sais pas, par exemple, ce que j'utilise souvent, soit Waze ou mon GPS Apple. Je sais pas du tout si. Enfin, si j'utilise Galileo, en fait. Mais je dois avouer, je sais pas du C'est tout. vrai Même qu'on moi-même sur mon on sait téléphone, pas je sais trop. pas du tout. C'est pas trop. Alors, Ben, j'ai envie de dire, ils ont pas fait beaucoup de pubs sur Galileo, etc. Ça a beaucoup parlé quand ils il y en a eu ont fait un le. petit peu, mais c'est vrai que, bah, par exemple, quand j'étais allée à. C'était il y a 2 ans, quand j'étais allée à l'Open Day à l'ESA, ils faisaient beaucoup de pubs sur Galileo. Là, quand je suis retournée en octobre, ils en faisaient un petit peu encore, mais ouais, c'est vrai. Enfin, ils essayent quand même d'en parler, mais ça reste, oui, c'est vrai que par rapport au GPS, faut se rendre compte que quand même GPS à la base c'est vraiment juste le nom de cette constellation de satellites qui nous permet de nous déplacer sans carte.
quand même, enfin, le nom GPS, c'est quand même, enfin, on l'utilise, enfin, je dis, tu utilises ton GPS, quoi. C'est vrai que maintenant, c'est vrai que Galiléo, on va dire, est-ce que tu utilises ton Galiléo? Est-ce que tu utilises Galiléo? Enfin, c'est vrai que c'est Ça pas fait un aussi peu commun. bizarre. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Et Puis oui, surtout, attends, je te coupe juste. Vas-y. Boastron dit Galiléo, c'est l'Union Européenne, exactement, c'est ça. C'est, C'est complètement ça, c'est Mm. l'Union Européenne. Et tu disais, pardon. Je ne pas du coup je sais plus. Si on dit c'est fou quand même à quel point c'est rentré vite dans la culture etc. Parce Ouais. que ça a utilisé que depuis très récemment en fait dans le Oui, c'est civil. vrai. 90. D'ailleurs il y a beaucoup d'applications militaires américaines qui dans les années 90 ont tout lâché d'un seul coup, mais c'est rentré hyper vite Ok. dans la culture etc. Alors que faut vous imaginer qu'il y a 20 ans, vous utilisez les cartes routières, sur les Ouais, ouais. bateaux, ils naviguaient encore à l'astronomique. D'ailleurs, on apprend toujours ça, à naviguer aux étoiles, au sextant. Dire c'est Exactement. chiant. Hein. Mais c'est fiable. Ah, C'est vieux, mais c'est fiable. c'est fiable. Quand tu te plantes pas sur ta Oui. mesure et que tu fais pas des traits trop gros, c'est fiable. Mais Mm. je peux vous dire que c'est chiant. C'est vrai. C'est vrai que enfin, faut vraiment apprendre à s'en servir. Mais quand on sait vraiment bien s'en servir, il paraît que c'est vraiment très pratique. Mais vraiment. Disons que la première fois, tu vas surtout perdre 30 minutes à utiliser ton Starfinder pour retrouver la bonne étoile. Et après, Mm. utiliser tes, C'est ça, tes exactement. éphémérides pour trouver, bon, cette étoile-là est censée être visible à cette hauteur-là. Donc voilà. Mm. Au début, c'est un Alors, peu. on me dit dans le chat, alors Germain Lévis me dit, mais comme tu as un Apple, l'offset peut être implanté US entre le récepteur GPS et l'app. Bah, je sais pas du tout. Parce que en fait, il y a en fait, sur les derniers téléphones, donc vous pouvez aller sur le site Galileo, et en fait, vous pouvez voir si votre téléphone peut avoir Galileo. En fait, enfin, je crois qu'ils ont rajouté quelque chose au niveau des téléphones. Et du coup, je sais pas. Je sais pas du tout, en tout cas. Lieu qui finance ce nombre de programmes spatiaux, on peut penser à Eutelsat ou Météosat. Ouais, exactement. Bah, j'ai parlé Météosat tout à l'heure, justement. L'application que Ouais, je vais utiliser tel ou tel système, c'est l'OS qui choisit Galileo, GPS, GLONASS. Ok. Bah ouais, c'est un peu. Le problème, c'est que c'est vraiment quand on utilise une application, enfin de GPS du moins, bah c'est pas très indiqué, on va dire. Donc c'est vraiment un peu le pifomètre, quoi. J'essaierai de vous dire, je vous ferai un tweet peut-être, où je dirai si j'ai réussi à trouver quel système de navigation satellite utilise mon téléphone. Mais je vous tiendrai au courant, j'essaierai de voir. Mais c'est intéressant. Du coup, moi, je suis sur le site. Il faudrait que je regarde aussi. Mm. Parce que je dois avouer que je me posais la même question. Merci Atomique du 34 pour le follow, merci beaucoup. Oui, tu disais, J'avais une pardon. petite. Non, j'avais juste une petite. Alors, mon dernier point, c'était une petite question pour le coup. Oui. On parlait de la bouffe, Mhm. etc. Les aimants lyophilisés, que heureusement, il n'y a pas que ça. J'ai envie de dire, moi en mer, c'est pareil, on bouffe pas que des trucs, Ah oui, que non, des bah non, c'est conserves, sûr. etc. Parce que ce serait infernal. Oui. Par contre, la question que je me posais, c'était la bouffe industrielle préparée, le machin que tu mets au micro-ondes 2 minutes, c'est prêt, ou même que tu peux bouffer directement. Mhm. Ça, je sais que c'est beaucoup utilisé dans les armées, etc. Mais à l'origine, enfin, pour quel motif ça a été utilisé à l'origine? C'était peut-être pas pour l'espace, je sais pas du tout. Les Alors conserves, là, je sais que non. j'en ai aucune idée. Après, je sais que vraiment au niveau spatial, ils utilisent la nourriture lyophilisée et tout ce qui est, enfin, parce qu'en fait, ils peuvent réchauffer. Hein, pour ceux qui ne savent pas, ils ont quand même un genre de four pour réchauffer quand même un minimum les aliments. Après, pour ce qui est genre bouffe industrielle, tout ça, honnêtement, qui est réchauffable au micro-ondes, peut-être. Alors attends. Je sais qu'il y a quand j'avais fait une préparation sur la nourriture spatiale, il y a 6 types de nourriture que peuvent avoir les astronautes à bord de l'ISS. Donc il y a les frais, les natures, donc les noix tortilla, les séchés, donc fruits séchés, bœufs séchés, les irradiés. Donc irradiés, donc en fait c'est des aliments qui ont été soumis à des rayons ionisants pour détruire certains micro-organismes pour mieux les préserver. Donc poitrine de poulet, dinde fumée, les réhydratables, donc qui sont lyophilisés, et les thermostabilisés. Donc thermostabilisés, ça veut dire qu'ils ont été traités à la chaleur, tout simplement. Mais ils parlent pas, entre guillemets, de nourriture un peu comme, oui, c'est vrai qu'on pourrait retrouver vraiment réchauffable au micro-ondes. Donc je suis pas sûre. Au pire, j'irai me renseigner, j'irai demander à des gens qui s'occupent de ça pour en savoir un peu plus. Mais là, je suis sur le site de l'Agence spatiale canadienne.
Mais du coup, je pense pas. D'après ce que je vois, je pense pas. Mais à voir. Pas sûr. Alors, sans vouloir trop, il me semble que en fait, Robin. c'est simplement un dérivé Mhm. des boîtes de conserve. En fait, au fur et à mesure, c'est l'évolution, on va dire, naturelle des boîtes de conserve qui ont d'abord été utilisées pour mettre des petits pois, il me semble, D'accord. puis Ouais, des c'est ça, c'est tout. sardines, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on s'est rapproché avec la société de consommation de trucs tout près. Ouais. Et c'est plutôt, je pense pas que ce soit une vue spatiale. Oui, non, c'est vrai que. Je C'est sais pas. possible, j'étais pas sûr, c'est pour ça que je demandais. Parce que les conserves, je sais que ça datait bien avant, c'était surtout utilisé pour les marins en mer, pour qu'ils puissent bouffer et puis ne pas avoir le scorbut. Oui. C'est quand même le gros problème. Et que d'ailleurs, petite anecdote, au début, les conserves, c'était dans des bouteilles en verre. Ok. Je savais pas par contre. Dans des bouteilles de champagne, en effet. Ouais. Ok. Eh Et bien. oui, c'est français. C'est français. Oui, c'est vrai en plus. Hein. Pour une fois qu'on peut susciter d'avoir un truc français. Carrément, Cocorico. Exact, pour l'armée napoléonienne, comme dit Kofi. Ok, bah ça je savais pas du tout. Eh bien, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là. Mais avant de s'arrêter là, je vais vous annoncer le prochain thème du Mission Control de vendredi prochain. Alors, je suis méga hypée. Il y en a qui sont déjà au courant, mais je suis méga hypée parce qu'honnêtement, ça va être très rigolo. Mesdames et messieurs, la semaine prochaine, dans le Mission Control, on visite l'ISS. On visite la Station Spatiale Internationale. Ouh. Oh my god. Alors, comment ça va se passer? Donc en fait, il y a, grâce à l'Agence Spatiale Européenne, on peut visiter l'ISS virtuellement. Et c'est super bien fait. Alors, si ça vous dit, donc la semaine prochaine, donc ça va être très cool, donc je parlerai de l'ISS, des différents modules, tout en visitant, en fait, on visitera ensemble, vraiment, je me mettrai peut-être en plein écran, je mettrai peut-être pas cet overlay-là, je mettrai l'overlay que je mets pour les lancements, et on fera ça, on fera notre petite visite de l'ISS tous ensemble. Vous pourrez prendre n'importe quel lanceur si vous voulez partir à bord d'une Falcon 9, du Crew Dragon. Vous venez en Falcon 9, en Crew Dragon. Si vous voulez prendre votre petite navette spatiale, vous prenez votre navette spatiale. Si vous voulez prendre votre Soyuz, prenez votre Soyuz. Si vous voulez voyager inconfortablement, surtout. Exactement. Donc voilà, donc si ça vous dit, la semaine prochaine, on se retrouve vendredi prochain. Après, on se retrouvera peut-être un peu plus tôt dans la semaine parce que j'ai d'autres choses de prévues au niveau stream. Mais pour le prochain Mission Control, je pense que ça va être très marrant. Honnêtement, on peut pouvoir parler un petit peu de l'ISS, tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend parler non plus tous les jours. Et du coup, en fait, voilà, ça peut être très rigolo. Non, alors, mesdames et messieurs, je vais vous l'annoncer. Je ne vais pas continuer, je ne restreamerai pas Observation. Parce que j'ai regardé le gameplay, j'ai regardé un live, enfin pas un live, une vidéo YouTube de tout le gameplay d'Observation. Et ben je peux vous dire, enfin de mon avis, c'est mon avis perso, c'est nul à chier. C'est nul. C'est nul. J'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée. Je voulais le streamer ce soir, je me suis dit non, il faut que je regarde son C'est stream, vraiment du coup, nul. J'étais dégoûtée. Je comprenais toujours que dalle à la fin. Mais vraiment, c'est mon avis perso. C'est mon avis. Je préfère vous dire, je préfère que vous faites votre propre avis. Je suis salée parce que j'étais dégoûtée. Je m'attendais à une fin, mais aux petits oignons. C'est vrai que le gameplay est pas ouf, mais on disait bon, on verra, tu vois. Et en fait, j'ai regardé. Et ben, ouais. J'ai envie de dire, pour avoir vu leur précédent jeu à No Code et Devolver, qui était... Oui. Enfin, c'était pas vraiment dans le même... c'était aussi un thriller, etc. C'est vraiment surtout pour la beauté du truc et pour l'ambiance, en fait, thriller fantastique, etc. Et le gameplay était pas fou, c'est vrai. C'était juste la base. En fait, le truc c'est avec Observation aussi, c'est que le jeu est très beau. Vraiment, c'est super beau. Vraiment, on se retrouve. Je vais refaire le pitch vite fait. C'est en fait une nana, qui se rend compte, qui se réveille et qui est dans une station spatiale et que d'un seul coup, elle fait un malaise et la station se retrouve en orbite autour de Saturne.
Tu fais ok, bon, c'est un peu chelou, tu sais pas trop pourquoi. Et en fait, on incarne donc l'intelligence artificielle qui gère un peu toutes les caméras, tout ça, qui est un peu l'assistant de l'équipage. Et en fait, ouais, on se retrouve en orbite de Saturne, tu sais pas trop pourquoi, tu vois, t'as des glitches un peu chelous, et ouais, mais par contre, les graphismes sont mais magnifiques. Ça, on peut pas leur enlever, c'est sublime. Mais le gameplay, en fait, c'est un puzzle game. Et du coup, oui, tu disais, pardon. C'était vraiment c'est complètement vraiment dans la même veine de leur jeu précédent. Oui, c'est ça, j'avais vu, ouais. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est vraiment du fantastique. Hein. C'est genre, t'es paumé en permanence, tu passes d'un chapitre à un autre qui ont l'impression d'avoir rien à voir avec les autres jusqu'à la fin où tu comprends. Le plot twist, d'ailleurs, il est pas ouf. Faut le dire tout de suite. Hein. Mais j'ai beaucoup adoré l'ancien jeu. Mais le niveau scénario, c'est pas fou, quoi. Mais non, pour l'ambiance, etc., pour le côté fantastique, c'est plus. Voilà, je vais dire, je pense pas que c'est vraiment fait pour les amoureux de l'espace, mais plus pour les amoureux thriller, fantastique. C'est ça, c'est plus vraiment c'est très sci-fi. Presque horreur, type Cthulhu, etc. Mais... Exactement. Bah, j'aurais peut-être un avis différent de toi. Moi, je stream demain, d'ailleurs. Je vais essayer. Pour ceux qui... Peut-être que je serai moins salé, peut-être que je serai aussi salé. Hein. Ah non, mais c'est vrai que j'étais un peu dégoûtée. Donc voilà, donc là c'était pour observation. Alors je vais juste m'enlever de Discord parce que je vais finir la vidéo parce que sinon en fait on entend les gens, mais je reviens après discuter. Je reviens juste temps de finir l'émission. Il n'y a pas de souci, je me mute en attendant. Je reviens. Merci encore au Modo d'avoir été là. Merci à Vivien d'être venu poser ses questions et nous raconter ses anecdotes. Merci beaucoup. Voilà. Et je me déconnecte, mais je reviens tout de suite. Voilà. Donc voilà. Donc pour observation, je referai pas parce que honnêtement j'étais dégoûtée. Et ouais, je suis trop dégoûtée. Je m'attendais vraiment à un truc trop bien. Donc voilà. Donc je peux vous annoncer déjà le programme de la semaine prochaine. Donc soit lundi ou soit mardi, je sais pas encore, faut que je vois au niveau fatigue, parce que comme je suis en train de refaire mon cycle de sommeil, j'y vais un peu mollo, surtout que j'ai mes rattrapages du premier semestre dans 2 semaines aussi, mes examens sont en priorité. Pour ceux qui ne savent pas, je suis en licence de génie mécanique, et du coup voilà, mon but c'est quand même de devenir ingénieur dans le spatial à la fin. Du coup, il faut que je travaille. Donc voilà, donc soit lundi ou soit mardi, on se refait un KSP. On se refait un petit KSP parce que il faut quand même que je garde la main sur KSP. Peut-être on se refera un SpaceX, je sais pas encore si on se refait un mode SpaceX, on verra. Alors, peut-être, j'ai bien dit peut-être, donc je sais pas si c'est mercredi ou jeudi, il faut que je check. Il y a un lancement Electron. Donc Electron qui est un lanceur de chez Rocket Lab. Et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire le lancement Electron parce que ça changera de SpaceX. Parce que j'ai fait énormément de SpaceX. Et du coup, ça me permet justement de faire des live lancements sur d'autres lanceurs. Merci à Twemkey pour le follow. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci Nox001. Merci Diblaskovic. Je pense que ça se dit comme ça. Merci à Tony du 34. Merci beaucoup pour les follow. Oui, il faut aussi que j'aille sauver Bob sur KSP. Du coup, et en fait, le truc, c'est que le live Electron est à 6h30 du matin. Le truc, c'est qu'il faudrait que je me lève. Mais par contre, si je me lève aussitôt, je mettrai pas ma caméra parce que je retournerai sûrement à me coucher après. Donc peut-être je ferai un live Electron, mais c'est pas sûr. Sinon, donc lundi ou mardi, live KSP, peut-être mercredi ou jeudi, je sais plus c'est quel jour c'est précisément. Attendez, je vais vous dire ça. Alors c'est jeudi à 6h43 du matin, à 7h-20. Du coup, moi je ferai ça peut-être à 6h30, un truc comme ça. Et donc voilà, donc jeudi prochain, peut-être, si je suis chaud patate, je ferai le lancement Electron. Et du coup, vendredi prochain, 21h, eh bien, on fera une visite virtuelle de l'ISS, tous ensemble, tranquillou. Et on explorera tous les modules de l'ISS. Et ouais, ça va être stylé. Moi, j'ai super hâte. Je suis super hypée pour le Mission Control de la semaine prochaine.
Du coup, voilà, donc là c'était la 2e édition du Mission Control. Je sens qu'il y a eu un petit peu moins de monde quand même que sur la première, parce que la première, je parlais du Starship. Mais promis, c'était un sujet un peu particulier quand même. Mais promis, les prochains seront un peu plus trépidants. Donc je pense que la semaine prochaine, déjà, ça va être pas mal. Et de toute façon, j'ai plein de sujets qui arrivent. J'ai plein d'idées pour les Mission Control, tout ça. Et ouais, donc j'espère que ça va vous plaire, la suite va vous plaire. Et eh bien, je pense que ça va être l'heure de vous laisser. Si ça vous dit, vous pouvez toujours rejoindre le Discord de POG Science. Je vais mettre POG, voilà. Et pour venir discuter, enfin moi j'ai mes propres channels si vous voulez venir discuter ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Il y a également, comme je disais, on est plusieurs streamers, donc POG Science a réuni des streamers de vulgarisation scientifique. Et donc il y a Corentin, donc il y a Alice et moi pour le spatial. Il y a Collectif Conscience qui font tout ce qui est plus scientifique, enfin vulgarisation scientifique plus généralisée. Il y a Robin, il y a Aidendal aussi qui est modérateur ce soir. Voilà, on est tous là, on vous parle de science. Moi je parle de science appliquée au spatial à mon niveau. Hein. Je suis qu'en première année de licence. Mais c'est une réorientation. J'ai déjà fait une licence avant. Et du coup, voilà. Donc, si ça vous dit, moi je suis plus, on va dire, spécialisée en live de lancement et parler d'autres choses, d'autres sujets du spatial. D'ailleurs, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je prévois de faire un mission control sur comment fonctionnent des moteurs fusées. Ça va être un peu complexe, c'est pour ça que je l'ai mis un peu plus loin parce que c'est pas un sujet facile à expliquer non plus. Donc on parlera de tous les moteurs fusées, on va faire des comparaisons d'abord sur comment fonctionne un moteur fusée, et ensuite on fera peut-être des comparaisons entre les différents moteurs qui existent, entre les moteurs SpaceX, le moteur Vulcain d'Ariane par exemple. Parce que oui, le MEDES, c'est le centre de médecine spatiale qui est à Toulouse et qui est à côté de l'hôpital Rangueil, d'ailleurs. Pour ceux qui sont à Toulouse, qui connaissent. J'ai pas eu le temps, mais si une prochaine libre antenne, je serais chaud pour parler des déchets spatiaux. J'ai un procès, j'ai assez dans mon stage. Alors, pour la libre antenne, généralement, je fais la libre antenne liée au sujet. Après, c'est vrai que les déchets spatiaux, c'est un sujet que je traiterai prochainement. Je sais pas quand, mais c'est vrai que mais c'est super cool en tout cas que tu fasses ça pour ton stage, c'est super cool parce que c'est super important, on se rend pas compte. Et du coup ouais. Et d'ailleurs Alice, exactement, j'allais le dire, Alice a fait une vidéo sur alors attends, Alice, j'ai une commande Alice. Donc voilà. Alice, bon là j'ai mis sa chaîne Twitch, mais Alice a une chaîne YouTube où sa dernière vidéo, elle l'a sortie hier, qui parle des débris spatiaux. Donc si ça vous dit, allez faire un tour. Et puis voilà. Bien, je pense que ça va être tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos retours pour ce soir. Vraiment, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. De toute façon, les programmes des lives sont annoncés les lundis. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne soirée. Et bien, je vous dis à la semaine prochaine. Et hop, ouais, voilà. Et ouais, bonne nuit, buonanotte à tutti. Et peut-être à lundi. Je sais pas, mais peut-être à lundi. Salut!